Salut tout le monde. Écoutez, imprévu, honnêtement, j'ai rien annoncé sur les réseaux ou quoi que ce soit. Mais j'ai eu une nouvelle idée de podcast. Je vais pas trop développer. Vous allez voir tout ça. On est trois aujourd'hui. Ça me fait super plaisir d'accueillir donc Simon et Alex RTS. Je vais les laisser se présenter. J'ai l'habitude de faire ça un petit peu avec les mecs que j'interviewe. Déjà très très content de vous recevoir, évidemment. Et puis, écoutez, je vous laisse la parole, les gars, et let's go, Simon. Merci, vas-y de me donner la parole. Écoute, très content, merci de nous recevoir. Moi, je suis Simon Viciac, j'ai 31 ans. Je suis joueur de poker depuis bientôt 5 ans, professionnel. Et du coup, je suis un peu plus connu pour une grosse performance que j'ai faite où j'ai gagné le PT de Barcelone pour un gain à 7 chiffres. Voilà, c'est ce qui m'a fait connaître, mais on pourra débriefer un petit peu plus après de mon parcours et de ce qui fait que je suis là avec vous aujourd'hui. T'es connu pour avoir chaté, du coup, c'est l'idée ou... Voilà, c'est ça. Je suis connu pour avoir gagné beaucoup sur un coup de chance. Alex RTS, qui est moins connu pour avoir chaté, visiblement, mais raconte-nous un peu rapidement. Essaye de te présenter rapidement, Alex, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bon, salut Alex, salut Simon. Je m'appelle Alex aussi, Alex, plus connu sous le nom d'Alex RTS. Ouais, je l'attends encore la perf. Bon, en cash game, ça va, ça va être compliqué que ça arrive, mais je joue quelques tournois de temps en temps. Donc, je suis un joueur plutôt de cash, cash online surtout. Ça m'arrive de jouer en live, mais vraiment plus pour l'expérience et pour le fun. Ok. Et j'ai aussi monté une stable de joueurs de cash qui a bien grandi maintenant. On est une vingtaine, donc voilà pour la présentation poker. Trop cool. Tu joues quel stakes? Et après, je te demanderai aussi, Simon, qu'on ait un peu une idée de... Voilà. Mhm. Alors, j'ai joué jusque 25-50 online et là actuellement, je suis en période où je fais un master à Londres. Ok. Du coup, je suis au maximum, je joue 10-20 en ce moment. Je délaye un petit peu la 25-50, on verra dans le futur comment ça se passe, mais je dirais que en ce moment, je suis tous les jours en 5-10 et 10-20. S'il y a des jours où par exemple, je sais que je ne vais pas pouvoir encaisser des swings en 10-20, je vais jouer 400-600 aussi, selon ce qui tourne, quoi. Et tu fais quoi comme master? Entrepreneuriat. Ok. Donc, ouais. Attends, t'as dit si je peux pas encaisser des swings en 10-20, je vais en 400-600. Non, NL 400, NL Ah 600, oui, d'accord, NL. ok, oui, d'accord, pardon. J'étais en mode, ok, ok, d'accord, oui, pardon. Je suis con, ouais, je suis pas Non, habitué au terme de cash, c'est vrai que t'as raison, ça avait l'air d'être totalement normal en fait de dire ça. Et Simon, du coup, ouais, tu joues quoi? Enfin, du coup, t'as shipped PT Alors Barcelone. moi je suis ABI, alors pour en NTT on va plutôt parler d'ABI, Ouais. au niveau du online plutôt ABI 100. Ouais. Et ABI Live c'est compliqué à dire mais je dirais 1500, 2000 à peu près en live, ce qui est un peu standard on va dire. C'est le circuit PT et les WSOP avec pas tous les 10K, pas tous les 5K. Donc Hmm. forcément, ça, voilà, ça fait à peu près un API comme ça. Et online, vu que je vis en France, puisque je suis ambassadeur PokerStar Ouais. depuis peu, c'est une des particularités d'être resté en France, c'est que je peux me permettre d'avoir justement d'être plus exposé médiatiquement par rapport à certains qui vont vouloir être plutôt discrets par rapport aux taxes. Moi, c'est un choix de vie que j'ai fait, donc qui est de vivre en France, un choix privé de base, personnel. Et du coup, ça fait que je vais jouer que les sites français Ok. principalement. Et du coup, PokerStar, avec qui je suis ambassadeur depuis maintenant quelques semaines, puisque ça s'est fait début janvier. Et du coup, maintenant, je suis affilié uniquement à PokerStar, là où autrefois, j'étais, on va dire, un peu plus en roue libre à ce niveau-là. Donc voilà. Ok. Et juste petite précision, donc ce que tu as gagné, qu'on mette ça au clair, c'est l'EPT Barcelone, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, le main event de l'EPT de Barcelone. Voilà. Yes. Et tu jouais déjà ces EPT avant le chip, c'était un de tes premiers, etc. Alors, ça faisait ma deuxième année du circuit. Donc, ma première année du circuit, c'était mes premiers events. En gros, j'avais bien perfait online. J'étais dit, je vais commencer à m'essayer au live Ok. en l'année d'avant. Donc, c'était du coup, j'ai gagné en 2023. Donc, c'était en 2022 Ouais. où j'avais fait une année en live qui est très mauvaise. J'avais fait une très bonne année online, très bonne, très mauvaise année en live parce que je m'y ai essayé. J'ai fait à Monaco. J'ai fait quelques events à Monaco. J'étais à Vegas où j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai été après online, ça s'est mal passé. Et du coup, j'ai calmé un peu les events. Donc, j'ai pas du tout joué en live.
Et j'ai Ok. repris après le live à l'EPT, au Vegas d'après. Ok. Et c'est là où ça s'est bien passé. J'ai fait up à Vegas du coup 2023. Ouais. Et j'ai dit, bah, je vais enchaîner sur le PT. Donc non, pour répondre à ta question, non. Ça faisait pas longtemps que je jouais ces buy-in là en Ok. live. Ça faisait un petit moment que je jouais quand même des 800, des 1K, des 2K. Mais j'étais pas du tout installé là-dessus. Pour te dire, c'était mon premier main event PT. Ok, nice. Nice, nice. Ça faisait deux fois que j'avais joué le WSOP, mais ça faisait que la première fois que je jouais un main Et event PT. Voilà. à Monaco, t'avais pas joué le PT? C'est Non, quoi le la PT? première fois que j'avais joué, c'était en fait, je venais du online, j'avais dit je vais y aller doucement, je vais commencer à jouer des 500, des 1000, etc. Parce que j'avais booké mon Vegas, donc j'ai dit ok, il faut que je sois un petit peu prêt à faire du live quoi. Et du coup, j'étais embarqué tout de suite avec des bons joueurs de poker en live, enfin des joueurs qui sont connus. J'étais avec Antoine Saout, etc. qui m'ont installé dans leur villa, mais j'étais totalement inexpérimenté en live, donc du coup, je me suis dit je vais faire un petit peu les events qu'il y a avant. Voilà. Donc en Mhm. gros, pour vous dire au poker online, en MTT, il y a des moments phares qu'on appelle les séries, pour ceux qui connaissent pas, qui sont 3 fois dans l'année. Et en gros, les séries d'avril, où j'ai vraiment très très bien cartonné. Et bah du coup, je me suis dit, suite à ça, je me suis dit, bah je peux aller à Vegas. Et c'est pour ça qu'après, en mai, j'ai décidé de faire un petit peu. Donc en avril 2022, je gagne beaucoup online. En mai 2022, je me dis, tiens, je vais tenter un petit peu à faire quelques events live. Et ensuite, en été 2022, je vais à Vegas. Voilà. All right. Eh ben, on a une belle présentation pour le coup, bien, bien, bien complète. On va essayer de parler de performance quand même, messieurs. Ouais, Ça peut être pas mal. Euh, on laissera les grosses présentations à peut-être des médias plus mainstream ou je ne sais ouais. quoi. Mais de toute façon, je pense qu'on va vous découvrir à travers tous vos discours là-dessus. Moi, j'ai une première question qui va nous permettre de mettre le pied à l'étrier peut-être et d'embrayer ensuite sur d'autres choses. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait un top player? Euh, je sais que c'est une question ultra large, mais si vous deviez y répondre en allez, une 2 minutes, en essayant de synthétiser, qu'est-ce qui fait un top player, quoi? Je te laisse la parole. Je laisse la main. Ça fait un peu, de le question pour un champion, je laisse la parole. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui ferait d'un joueur un top player? C'est ça hein, la question. Ouais, qu'est-ce qui définit un top player? C'est quoi les caractéristiques comportementales ou même cognitives d'un top player, comme tu veux? Je te laisse. Je pense pour moi, un top player, c'est un mec qui a à peu près, euh, qui arrive à avoir réponse un peu à tout dans le format qu'il joue, à être très confiant dans tous les secteurs du jeu, toutes les situations dans lesquelles il peut être confronté. Bien entendu, il y aura toujours la place pour être un peu meilleur ou quoi que ce soit, mais ce qui va caractériser un top player, en tout cas, je parle de mon expérience de cash, ça va être un joueur qui en fait sera quasiment jamais largué et qui aura cette capacité à, même s'il peut être un peu largué, il peut être dans une situation un peu chelou, bah, ça va être de très rapidement trouver la solution. Donc là, ce serait juste en termes techniques, je dirais. Ok, et du Et coup, en termes ça, c'est lié à la curiosité selon toi et à cette volonté de toujours chercher la solution? Je dirais que c'est lié en vrai à la masse de travail que tu as pu mettre pour être compétent techniquement et pour avoir, bah, si tu si arrives à avoir, entre guillemets, réponse à tout, ou en tout cas avoir une bonne idée de qu'est-ce que tu dois faire dans chaque situation, c'est que t'as beaucoup travaillé les situations, mais aussi tu as beaucoup joué juste au poker et tu as acquis plein d'expérience. Et de, forcément, on doit avoir un peu de curiosité parce que pour, pour avoir un peu une idée de tout ce qui peut se faire dans l'arbre des possibilités du poker. En tout cas, en cash, il faut un petit peu aller tripouiller genre dans les solvers, un petit peu aller parler à tous les gens de ton pool, tous les très bons règles qui ont chacun leur petite strat secrète et essayer de comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Donc, je dirais ça en termes techniques et si on parle en termes de performance, bah, je dirais que du coup, ce serait un joueur qui arrive à atteindre ce niveau de réponse à tout ou de euh, capacité à solve les spots in-game le plus souvent possible. Et du coup, bah, à chaque fois qu'il va jouer, si tu arrives toujours à être dans ce très haut niveau de poker où tu arrives à trouver très rapidement la solution, tu vas être un joueur extrêmement performant, selon moi. Ok. Ok, on abordera peut-être l'aspect
routine, sommeil ou je ne sais quoi, tout ça. Après, Ouais. c'est des choses à nous raconter. Simon, du coup, vraiment définition d'un top player pour toi sur un format différent. Alors, bah justement, moi déjà sur mon format, déjà j'ai pas trop envie de parler de technique tout de suite, parce Ouais. que je pense pas que c'est ça qui va définir le top. Pourquoi je parle pas de technique? Parce qu'en fait, je trouve qu'à un moment donné, tout le monde bosse la technique, tout le monde échange des HH, tout le monde discute du poker. Euh, et le truc, c'est dans l'adaptation où là, ils vont faire la différence. Mais moi, avant même de parler de technique, je pense que déjà, c'est la première chose, c'est déjà la gestion, j'ai envie de dire, de choses économiques et émotionnelles. Parce que pour moi, un joueur très très fort, c'est un joueur qui va arriver à perdurer dans le temps et à évoluer. Ça veut dire que moi, je vois trop souvent des étoiles filantes, je vois trop souvent des gens qui ont des potentiels de fou, mais qui finalement donnent rien. Et ça m'a fait penser un peu au foot, où par exemple, moi j'étais en centre de formation, et à l'époque, il y avait des joueurs qui avaient des pieds en or, et ils ont rien donné. Tu vois, ils avaient tout pour réussir, mais en fait, ils n'avaient pas le mental, ils se donnaient pas à fond, ils se mettaient pas dans les meilleures conditions. Pour moi, un top player, c'est quelqu'un qui se met dans les meilleures conditions. Ça veut dire que déjà, il grind au bon moment, il est bien reposé, il est bien en forme. Ensuite, il a bien géré sa bankroll. En ce moment, ça va pas trop, c'est pas grave, il descend d'habits. Et en fait, c'est con ce que je dis parce que ça paraît évident, mais le top player, il est passé par là. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont encore là, vous entendez encore parler d'eux, parce qu'ils sont passés par ces moments-là, ils ont respecté ça, et c'est pour ça qu'ils sont encore là, et c'est pour ça qu'ils peuvent survivre. Alors que celui-là qui a pas réussi, des fois, c'est pas juste qu'il est moins fort, c'est juste qu'il a pas respecté ça. Du coup, il s'est mis une balle dans le pied, il a perdu beaucoup d'argent, il a pas pu progresser comme l'autre, alors que l'autre, il a su juste faire un pas en arrière pour faire après 3 pas en avant, tu vois. Donc quand je Hmm. pense aujourd'hui à tous les tops, ils ont vécu des moments où ils étaient broke. C'est pas un problème. Mais ils ont su à un moment donné dire, OK, là j'ai fait des erreurs, là j'ai mal géré, et du coup, je vais bien gérer maintenant, je ferai plus jamais la même erreur, plus jamais deux fois je ferai 2 fois cette erreur-là. Et donc comme dit Alex, quand il a parlé de, en gros, adaptation à tous les spots, c'est-à-dire que quand ils sont dans un spot, ils sont capables de tout gérer, c'est parce qu'à un moment donné, je pense que dans leur vie, ils ont fait des choix forts. Ils ont dit, OK, je décide que maintenant, ma vie, elle sera comme ça pour le poker. Plus jamais je referai 2 fois, je me broquerai 2 fois. Plus jamais j'ai dit que je jouerai plus par exemple, je sais pas, il y en a, ils jouent très très mal quand ils sont fatigués. Il y en a pour qui, enfin moi personnellement, je joue très bien en lendemain de soirée. Mais je sais qu'il y en a, ils aiment pas du tout ça. Et il y en a, ils se sont promis de plus faire ça ou de jouer qu'après le sport et ils le respectent pas. Et en fait, quand tu fais une erreur une fois, ça va, 2 fois, et après à un moment donné, ça devient un choix. Et pour moi, le top player, c'est celui qui arrive à faire des choix forts. Et un choix fort, ça reste tellement dans le temps que dans ton process, une fois que c'est inscrit, c'est fini. T'es trop fort, t'es juste une machine. Mais de base, la technique, elle vient pour moi, elle viendrait ensuite. Elle vient ensuite et pas besoin de rentrer vraiment dans les détails techniques pour dire qu'en fait, une fois que t'es dans les bonnes conditions, bah, tu vas juste devenir trop fort, quoi. T'as associé directement, Alex, j'aimerais bien un peu ton avis là-dessus. Tu as associé le top player à la longévité directe, Mm. Simon. Du coup, c'est vrai que c'est déjà forcément intéressant de définir, même d'un point de vue au-delà de voir quelles sont les caractéristiques, définir en fait ce qu'est un top player parce que moi j'ai cette vision et cette approche en coaching qu'en fait, tu es un top player déjà à partir du moment où tu as réussi à mettre un calque sur là où tu voulais aller. Et ensuite, si tu atteins globalement ce que tu as envie d'être. Alors, peut-être pas un top player, mais en tout cas, tu es performant. Tu es performant par rapport à des volontés de performance qui te sont propres. La performance, le Mm. degré de performance, il est inhérent à chacun. Un mec qui a une vie de famille, un mec qui a 19 ans et qui veut tout péter, etc., n'ont pas les mêmes volontés de Ouais, performance dans le poker. Mais du coup, en tout cas, top player dans le sens de la longévité. Alors, sans être d'accord ou pas d'accord, mais ça fait sens parce que surtout en MTT, bah, un top player, on ne peut pas considérer un top player en MTT un mec qui gagne juste un tournoi, n'importe c'est qui peut ça, chater, entre guillemets, c'est et ça. ensuite disparaître. Alex, tu penses quoi? Peut-être qu'en cash game, du coup, cette longévité, bon, non, c'est pareil, mais qu'est-ce que tu penses de ça et de ce qu'a dit Simon, globalement? Je pense que c'est différent pour nous parce que, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont gagnants, qui sont installés, qui sont pros et qui ne sont pas forcément des top joueurs et qui sont là depuis longtemps. Et je dirais même que si on regarde par exemple le point FR, il y a beaucoup de joueurs qui sont installés à des limites hautes et qui sont là depuis super longtemps. Et en fait, parce que ils ont des bons automatismes, parce qu'il y a toujours des récréatifs, euh, parce qu'ils ont la rôle surtout et qu'ils peuvent jouer des limites chères,
bah, ils ont une bonne carrière, ils font ils font des bons résultats, etc. Maintenant, je les définirais pas forcément comme des top joueurs. Hmm. Euh, donc, je pense que c'est un peu différent. C'est peut-être lié aussi au fait que nous, on saura très vite en cash si on commence à perdre en niveau ou si on est largué ou quoi que ce soit. En vrai, si on fait un mois perdant, déjà, ça sonne Hmm. l'alarme et on sait qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. 2 mois, c'est que forcément on fait nimp. Là où un MTT et MTT live, je sais que si la variance elle est complètement débile. Et ce qui est très dur, je pense, à mesurer du coup en MTT ton niveau et à quel point du coup tu es performant. Euh, donc je dirais la longévité, c'est peut-être moins un critère de performance pour moi parce que je vois des joueurs qui sont là depuis longtemps et qui vont jouer encore longtemps, qui sont peut-être moins performants que des joueurs qui vont jouer moins longtemps. Euh, je pense que en cash, comment je définirais genre, les mecs les plus performants des limites que je joue, c'est celui qui va être le plus chiant à jouer et qui aura toujours. Euh, En fait, comment je vois le poker cash, nous, c'est vraiment que du post-flop, quasiment très peu de pré-flop, hein. C'est que du post-flop et c'est que du est-ce que j'arrive à te voler ton équité? Est-ce que j'arrive à conserver mon équité? Et en fait, le joueur qui va le plus te voler ton équité, le plus conserver sa propre équité, c'est le joueur le plus performant selon moi. Et pour ça, bah, il va falloir malheureusement un niveau technique genre hyper fort et un niveau aussi de d'application de la technique, un niveau de performance, de jeu que j'appelle en conscience, qui est un jeu où tu es toujours dans la zone euh, le plus fréquent possible. Donc je dirais que ouais, longévité, bon, clairement, ça fait partie aussi de cette performance, le fait d'arriver sur le long terme à toujours garder un haut niveau de performance. Donc là, on retrouve la longévité. Euh, voilà. Après, moi, je parle encore une fois du cash online. Par exemple, le cash live, c'est encore différent. J'imagine, pour être un top joueur de live, cette longévité revient fort parce que tu te remets à te manger des énormes swings, tu te remets à te manger peut-être 1 ou 2 mois perdants. En plus, tu vas jouer des limites qui vont être très disparates. Donc, potentiellement, tu vas prendre des shots et quand ça se passe mal, tu vas mettre du temps à remonter. Et voilà ce que j'aurais à dire sur ce Euh, sujet-là. il y a vraiment plein d'idées intéressantes. Et, c'est pas une volonté de recentrer le débat, mais il y a un jour, Benjamin Pollack, il a dit, ouais, tout ce qui est avant un mais, c'est du bullshit, etc. Du coup, maintenant, quand je dis un mais, son truc me marque et j'aime pas dire mais. Mais c'est pas vrai. Je peux dire des choses avant un mais sans Non, que mais ce soit. dis-nous, tu penses qu'on est passé dans le côté performant? Tu Ah penses, non, qu'est-ce non, que pas tu du voudrais? tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est juste que. Ah non, absolument pas, mais vraiment Ouais, pas. Je me posais juste la question de. Parce que j'ai toujours cette vision de qu'est-ce que les mecs qui vont nous regarder peuvent retenir de ça. Alors ouais, évidemment, de toute façon, on ne doit pas toujours être dans la transmission d'une information et en mode youtubeur, on vous donne ouais, quelque ouais. chose de super impactant. C'est pas ça. Et en fait, recentrer le débat, très très honnêtement et sincèrement, c'était même pas l'idée. C'est juste que peut-être pour faire une transition, je me posais la question de. Alors, que ce soit longévité ou que ce soit plus l'idée d'Alex euh, sur le fait que, bon, il faut quand même de toute façon plusieurs milliers de mains pour évaluer un joueur sur sa limite, etc. Sinon, bon, ça n'a pas de valeur, de toute façon, j'imagine, voire dizaines de milliers de mains, juste des concepts basiques au poker. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'Alex et Simon, vous allez me rejoindre sur le fait que euh, être performant va nécessiter quand même, on va dire, une période minimale, donc 6 mois, peut-être un an, où on parle plus en nombre de mains, enfin peu importe. Et il y a un truc qui est super intéressant dans ce qu'a dit Alex, c'est qu'il était dans la recherche de la zone ou d'une forme de A-game plus ou de flow quasi permanent. Ça, c'est des concepts qui sont assez discutés, genre est-ce que c'est possible d'être dans la zone tout le temps, etc. Hmm. Et je sais qu'il y a des approches qui sont en mode, bah, moi, si je tiens un big game plus, donc qu'il faudrait définir, hein, mais je tiens un big game plus, c'est-à-dire quelque chose qui me permet quand même de battre la limite à laquelle je joue, et je viens mettre du volume sur un big game plus parce qu'en termes de V, c'est ce qui est le plus intéressant pour moi sur ma carrière. Admettons à 10 ans, je sais qu'il vaut mieux que je fasse X volume, donc plus de volume, en big game plus 80% du temps, que chercher le game plus qui, d'un point de vue énergétique, non pas au sens ésotérique du terme, hein, mais juste énergétique, concentration, etc., n'est pas atteignable. Et dans ces cas-là, je recherche plus lever en acceptant qu'il y a une baisse de niveau, quitte à jouer 30 ou 40 heures dans la semaine plutôt que 10 heures, par exemple, en A-Game Hmm. Plus, pour être très clair. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous captez un peu là où je veux aller? Et Ouais. ouais, Bah, moi, je vais bien prendre la parole là-dessus au vas-y, début. vas-y, vas-y, c'est bon. Pour moi, alors, Vas-y. moi, je suis entièrement d'accord pour les basses limites et moyennes limites. Que, en fait, là où ton ROI peut être extrêmement important quand tu es installé, quand tu as
des bases assez fortes. Donc, il faut envoyer du volume, surtout en MTT. Encore une fois, moi, je parle pour le MTT. Et après, mon compagnon il parlera pour le cash game. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que si vous êtes installé à une limite et qu'à un moment donné, vous savez qu'il faut de la rigueur, etc., plutôt que d'essayer de prendre du temps pour faire un move qui va récupérer deux trois blindes de plus, pourquoi est-ce que vous ne faites pas plus de tables et que vous le fassiez de façon beaucoup plus mécanique et qui va vous rapporter à long terme bien plus d'argent. Donc ça, c'est des calculs de V qui sont faciles à faire. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est si vous jouez des tournois à moins de 50 balles, vous envoyez un gros volume une fois que vous êtes bien en place sur la limite et vous rapporterez pas mal d'argent plutôt que de dire je joue moins de volume, j'en joue que 6 tables. Et du coup, là, je me concentre que sur ces 6 tables parfaitement parce que même les petits moves que vous allez faire en plus, en mieux, bien sûr, le late game, faut être assez focus, mais je veux dire par là, c'est tout ce que est le mid game. C'est quand même assez important de faire du volume pour après avoir des deep runs et après pouvoir conclure certains trucs. Moi, pour moi, il est clair et net que là-dessus, c'est plus intéressant de faire ça que de faire moins de volume. Par contre, quand on commence à monter dans les ABI, quand on commence à jouer très cher, le problème c'est que votre ROI va être plus faible. Ça veut dire que par exemple, avant vous faisiez du 10 ou 15 BB100, là vous ne faites plus que du 5 ou 4 BB100 parce que vous jouez des limites assez élevées. Le problème c'est que quand vous faites du 4 ou 5 BB100, chaque coup que vous jouez peut vous faire passer en plus ou moins entre guillemets. Ça veut dire que vous allez mettre beaucoup plus de variance dans votre jeu, vous allez faire beaucoup plus d'overbet, beaucoup plus de bluff. Donc forcément, si vous vous trompez d'un combo sur une limite à 20 euros, bah, c'est pas très grave parce qu'en face, ils sont moins compétents. Donc vous avez besoin d'être moins précis. Par contre, là, si vous n'allez pas chercher les deux trois blindes de plus à chaque fois, si vous n'allez pas chercher euh, la fine value river, si vous n'allez pas chercher le bon fold, etc., qui vous fait gagner quelques blindes, vous passez tout de suite en négatif sur votre limite. Alors qu'avant, si vous faites une erreur, au lieu de passer de 15 BB100, vous êtes à 13 BB100. Donc envoyez une autre table, c'est pas grave si vous êtes trompé de 3 blindes. Là, par contre, si vous passez de 3 blindes, vous perdez. Et donc sur les très hautes limites, ça devient quand même compliqué d'envoyer du volume. Donc pour rejoindre un petit peu le côté volume et le côté A-game, moi, il est clair et net que quand je sens que j'ai beaucoup travaillé, quand je sens que je suis vraiment bon, je sais que je peux envoyer un peu plus de tables, même sur du cher. Et après, si je sens que je suis moins dans le truc, ça veut dire que des fois, c'est une question de sensation. Ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé, mais des fois, j'ai pas la bonne sensation parce que le travail sera récompensé dans quelques sessions. Tu vois, je serai dans le flow dans quelques sessions. Il faut un petit temps d'adaptation. Exemple, là, je vais partir en vacances, je vais revenir. Je pense que je vais être décalé pendant une semaine, tu vois. Il y a des trucs que je vais pas capter. Je vais retravailler, je vais renvoyer du volume. Et là, clairement, tout de suite, à un moment donné, il y aura un état de flow qui va se refaire et je vais retrouver tout ce que j'avais compris avant et ça va s'éclaircir en face de moi et du coup, mon ROI va être plus grand et là, je vais print. Ok, nice, c'est assez clair. Merci Simon, très cool. Je peux Euh, rebondir dessus? ouais, bien sûr, vas-y, hein. Je trouve que c'est super intéressant ce qu'a dit Simon et je suis très en phase avec ce fait de s'écouter. Je pense que c'est un des. En fait, je pense que pour répondre à la question de la performance, comment être le joueur le plus performant possible, en gros, c'est probablement une équation qui a plein de variables différentes et une des variables, c'est le fait d'arriver à s'écouter. Et c'est vrai que avoir cette flexibilité de je joue plus, je joue moins cher, je joue limite plus basse selon comment je suis, selon comment ce que j'ai à côté du poker peut m'impacter, ça va énormément à la fin se traduire en des plus ou moins hautes performances. Et par exemple, Simon nous dit qu'il va partir en vacances, et c'est vrai que c'est super important d'arriver à, à pondérer un peu l'importance de si j'envoie plein de sessions et que je fais un peu nimp et que du coup je perds beaucoup, du coup j'ai peur de ne pas profiter de mes vacances parce que j'aurais perdu beaucoup, je vais m'en vouloir, du coup on a une espèce de double peine et du coup on se met à moins performer, bah, on comprend l'importance de penser à tout ça au niveau de la performance. Donc, j'adore ce concept. Et sinon, pour rebondir à la question du volume, Attends, je est-ce suis que je assez peux me d'accord aussi permettre sur. juste Ouais. avant ça, est-ce que tu peux expliciter ce que tu appelles par s'écouter? Parce que si par exemple, genre un mec est motivé uniquement genre 50% du temps et que du coup il n'arrive pas à faire un volume décent, est-ce qu'il doit s'écouter, tu vois? Je pense que c'est entre les deux. En fait, clairement, il faut pas non plus s'écouter et après procrastiner et ne pas être capable de travailler, d'envoyer du volume ou quoi que ce soit. Mm. Il y a un juste milieu, c'est toujours pareil, c'est pas vraiment binaire, c'est pas noir ou blanc. C'est... Disons que moi, ce que j'appelle s'écouter, en tout cas, je dirais dans mon grind, c'est plutôt est-ce que je vais lancer ma limite haute? Est-ce que je vais grind? Bah, ouais, c'est souvent ça, en fait. C'est juste est-ce que je vais jouer très cher? Est-ce que je vais jouer beaucoup de table aujourd'hui? Je suis assez variable sur ça. Est-ce que, bah, par exemple, j'ai un week-end organisé avec des potes? Est-ce que le vendredi soir,
Je m'envoie 3-4 tables de 10-20 avec des récréations pas forcément fous, des récs compétents. Voilà, ce genre de choses. Et qui, du coup, je rejoins, je pense, Simon MTT. Est-ce que je vais jouer mon high roller? Est-ce que je vais jouer Mm. mes tournois les plus chers? Ou est-ce que je m'envoie C'est pas une ça. session dans laquelle je sais que j'ai un plus gros win rate? C'est la même chose en cash au final. Et je peux rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, quand tu disais, moi, ce que j'aime bien aussi, ce qu'il a dit, c'est que euh, la question de, OK, quand on dit s'écouter, et après, tu as dit, oui, mais ça veut dire que si j'ai pas envie de jouer 50% du temps, est-ce que du coup, ça commence à être de la fainéantise? Moi, je triche pas avec moi-même. Ça, c'est un des critères de la performance. Moi, je triche pas. C'est-à-dire que si je suis pas bon en ce moment, je suis pas bon. Si je suis bon, je suis bon. Et en fait, certains vont penser des fois que je suis arrogant, certains vont penser que je suis en confiance, mais souvent, les bons règles, quand tu leur parles comme ça, ils vont savoir que tu es en confiance. Quelqu'un qui est pas très bon et tout, il va croire que tu es arrogant. Moi, si je suis bien en ce moment, je vais dire, écoutez, là, je roule sur la limite, je vais jouer, je vais faire ça. À l'inverse, si je suis pas bien, je vais pas hésiter à dire, franchement, ce temps-ci, mais je trouve que je suis pas bon, je trouve que je suis pas accurate. Alors, des fois, c'est dur parce que on sait pas si c'est la variance en MTT ou si c'est nous qui sommes biaisés. Et ça m'est arrivé des fois, je pense que j'ai fait une très mauvaise session, et en fait, tu te rends compte après que t'as bien joué. Je pensais avoir fait une session de fou, en fait, j'ai fait n'importe quoi, j'ai juste chaté. Et en fait, en tout cas, moi, je triche pas avec moi-même. Donc, pour en revenir déjà au volume, quelqu'un qui veut pas jouer, qui a du mal à se lancer les sessions, moi, je poserais la question sur ses motivations. Est-ce que tu veux vraiment envoyer, est-ce que tu veux vraiment être le meilleur? Parce que là, si on parle de performance et d'être un top player, mais est-ce que tu veux vraiment être un top player? Franchement, un top player, il se pose pas la question de est-ce que j'ai envie, pas envie. Il sait qu'aujourd'hui, il est un peu moins en forme. Il le sait. Il sait que c'est pas quelque chose de récurrent. Si ça t'arrive une semaine, une semaine sur deux, que t'envoies à moitié ton volume et tout ça, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et il y en a qui se sont rendus compte qu'en fait, c'est pas ce qu'ils voulaient être des top players. Ils se sont rendus compte que d'être à des ABI plus faibles, avoir une routine, avoir peut-être plus leurs copines, peut-être plus leur famille, leurs amis, c'était ce qu'il leur fallait. Là, si tu parles de performance et vouloir être le meilleur, à un moment donné, t'as ça en toi, t'as envie d'envoyer, quoi. T'as pas envie de dire, tu vois enfin, je sais pas, moi, personnellement, tu sais, c'est pas bien de faire ça, de regarder ce qu'ont fait les meilleurs, mais moi, je regarde ce qu'ont fait les résultats qu'ont fait les meilleurs, je fais, ok, d'accord, ok. Mais non, en fait, c'est moi qui vais faire ça, tu vois. Et ceux qui disent, bah, moi, j'ai mon petit rythme, j'ai très bien, ok, mais dans ce cas-là, on n'est plus dans devenir un top player. Faut savoir enfin, si tu veux devenir le top, un très bon joueur, les meilleurs, ou est-ce que si tu veux devenir un joueur de poker, on l'a dit, compétent, qui gagne sa limite, qui gagne de l'argent, il y en a qui gagnent très bien leur vie, attention. Mais est-ce qu'ils ont envie de devenir des top players, se confronter à des difficultés, à des moments, bah oui, des plus gros downswing, on le sait. Tout à l'heure, je l'ai dit, si tu fais du 3-4 bébés 100 et que tu veux passer sur une limite à 15 bébés 100, bah oui, mais ce sera pas les mêmes habits, ce sera pas les mêmes swings. Par contre, le résultat, il sera pas le même. Moi, j'aime beaucoup le processus de souffrir, le processus de travailler et d'après d'être récompensé ou pas. Donc, je veux pas m'éloigner, mais pour rebondir sur ce qu'il a dit, bah, sur ce que tu as dit euh, tout à l'heure, c'est quand tu avais dit, ouais, bah, si tu joues 50%, que tu te poses la question sur est-ce qu'il faut s'écouter? Non, la vérité, c'est que là, tu te mens. Dis-toi la vérité. Est-ce que tu as vraiment envie des joueurs de poker? Ou est-ce que ça t'embête de retourner à un travail basique ou de retrouver quelque chose? Ou est-ce que tu as vraiment envie d'envoyer? C'est ça, là, je pense, la nature de la question derrière ça. En fait, et Alex, je sais que tu voulais enchaîner sur un deuxième point après, donc ne l'oublie pas, entre guillemets, et on t'écoutera avec plaisir là-dessus. Euh, Moi, il y a un truc déjà, tu as parlé de biais, et je trouve ça super intéressant sur le fait que la perception à s'écouter, je dis pas que c'est pas une bonne chose du tout. De toute façon, mes points de vue ne sont pas du tout manichéens non plus. Je suis pas en mode oui, il faut faire ci ou il faut faire ça, pas du tout. C'est des process qui sont très complexes. Mais ce qui est sûr déjà, c'est que dans s'écouter, il y a une notion de perception et que nos perceptions sont bah, parfois biaisées, genre en fonction de ce qu'on vient de vivre, de la session qu'on vient d'avoir, etc. Nos motivations peuvent être fluctuantes en fonction de ça, etc. Je dis pas que c'est pas une bonne chose de s'écouter, il faut s'écouter et d'autant plus comment Alex l'a expliqué. Maintenant, il y a un point que je trouve ultra, ultra, ultra intéressant, c'est que en fait, ces processus de réflexion qu'on va avoir découlent eux-mêmes de beaucoup de choses qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que, par exemple, un mec qui essaye d'optimiser sans rentrer dans le dev perso à la con, mais un mec qui va optimiser son sommeil, qui va bien manger, qui va avoir des routines validées scientifiquement, avec méta-analyse, consensus, tout ce qu'on veut, qui va essayer de mettre des choses en place pour avoir une énergie plus haute et donc derrière des états de concentration optimaux, des réflexions d'un point de vue donc cognitif purement, en gros ça va être plus optimisé hein, en lien avec tout ça. Bah, en fait, cette personne-là, si elle s'écoute, elle n'aura pas du coup les mêmes décisions que la personne qui ne met pas ces choses-là en place et qui s'écoute pourtant aussi. Parce que sa capacité à s'écouter et la perception qu'elle va avoir de tout ça ne sera pas la même en fonction des choses qu'elle a mis en place en amont. Donc, on voit déjà que du coup, la perception de l'écoute, moi, je trouve qu'elle est intéressante. Et
Et encore une fois, je prêche pas du tout pour une paroisse ou pour une autre, mais j'ai l'impression que ça peut être ultra évident chez toi, Alex, parce que tu es déjà, entre guillemets, tout là-haut, tu joues très haut. Et j'ai aussi l'impression que si un mec il prend juste le conseil, ouais, il faut s'écouter, mais qui joue en low stakes, il peut genre faire de la merde, mais de manière pas possible, quoi, tu vois. Et du coup, ouais, je trouve ça fascinant parce qu'en fait, t'as raison, quoi. Et en même temps, je me dis, putain, mais si un mec il a pas envie de faire et qu'il s'écoute, et je comprends que tu voulais pas parler que de ça, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et je suis sûr que les joueurs high stakes captent exactement ce que tu veux dire. Et je me dirais, maintenant, le joueur low stakes qui dit qu'il faut s'écouter, tu vois, s'il a pas de process et qu'il n'est pas obligé de respecter un truc, qu'est-ce qu'il fait, quoi, tu vois. Mm. Mais j'entends, hein, Bah, ouais, pour un joueur low stake, je pense que en fait, ça rejoint ce que disait Simon. Il a plus la place de faire des erreurs parce que le pool va Hmm. être moins dur, donc il peut plus jouer en étant en big game aussi. Il peut plus jouer. En fait, il a le luxe de perdre ses deux trois bébés sans, comme disait Simon. Nous, en high stakes, si on perd deux trois bébés sans, bah, on se fait ouvrir en deux. Et c'est même pire que ça en fait. Genre, parce que là, si je suis pas dans la zone et que je vais jouer une table chère, en fait, je vais faire des erreurs. Je vais faire des erreurs assemblantes. Des erreurs assemblantes, j'en fais trois. Vous captez, quoi. Ça va Ouais, très vite. carrément. Donc, euh, donc, je pense que il faut toujours essayer de faire ce petit calcul à quel point je suis pas dans la zone et à quel point je peux pas me permettre. Et par exemple, Simon disait tout à l'heure que lui, il a pas de mal à jouer en lendemain de soirée ou quoi. Moi, par exemple, bah, genre, si j'ai bu de l'alcool, je jouerai jamais le jour après. C'est genre, je jouerai peut-être en live, mais en tout cas, en live, c'est impossible pour moi. J'ai essayé. À chaque fois, ça finissait à perdre des sommes. Genre, non pas parce que je faisais n'importe quoi, j'avais l'impression d'être bien, mais à chaque fois, tu regardes ta courbe. Euh, Bah, typiquement, moi, ma courbe, j'ai une petite redline qui monte et tout. Bah, c'est le seul jour où j'ai de la redline qui descend. Je vais juste pas faire mon jeu. Donc, par exemple, là-dessus, je vais être obligé de m'écouter. Ouais. Hmm. Et qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Ah, merde, je me rappelle plus du coup. Ah merde, Euh, Désolé, on avait dit. désolé, non, désolé. ça va me revenir. Ah Euh, ben ouais. Petite mini synthèse avant de passer à un autre sujet plus global. Euh, Vraiment, genre, si on pouvait mettre, je sais pas s'il y aurait un montage, mais petit truc tips Ouais. qui vient que de moi, hein, qui est subjectif, mais je pense que c'est intéressant, quoi qu'il en soit, c'est un peu un truc cliché chez les coachs mindset, etc. Mais pour le coup, je sais pas forcément de m'extraire de la masse et je suis assez d'accord avec ça. Sur le fait que définir déjà ce qu'est notre A-game, c'est une bonne chose. Et définir également ce qu'est un big game plus acceptable. Donc avec toutes les caractéristiques, hein. Alors même si les états de fatigue, etc., ça Mm. reste subjectif, mais ça peut être une très bonne chose parce qu'au moins on a encore une fois des calques et on peut se dire, OK, bah, ces erreurs-là, je les accepte, entre guillemets, parce que je sais que je suis quand même en train de faire encore assez d'argent. Par contre, dès que je descends en dessous de cette limite-là, c'est plus acceptable. Donc, avoir des formes de garde-fous peut-être ou des balises comportementales ou alors juste, bah, ouais, typiquement, comme dit Alex, lui, quand il sait que il n'est pas objectif et qu'il a pu faire des erreurs en jouant en lendemain de soirée, maintenant il sait qu'il ne le fera pas parce que c'est comme ça. Bon, bah là, c'est une caractéristique claire de lendemain de soirée, je joue pas et that's it, mais Mm. voilà, c'est assez intéressant. Merci les gars, on peut embrayer sur un. De toute façon, Je me rappelle de ce que je voulais ah, dire. vas-y, Est-ce que vas-y, je vas-y, peux vas-y. ajouter? Ouais, Ouais, carrément. c'était au début tout à l'heure, on parlait de du coup comment quantifier la performance et est-ce que celui qui va être le plus performant, c'est celui qui joue beaucoup de tables ou celui qui joue moins de tables ou quoi que ce soit. Je pense que on doit tous un petit peu avoir notre vision de la performance et comment atteindre le maximum de notre performance. Et euh, c'est toujours difficile de dire quel est le meilleur joueur pour lui, pour vous. C'est celui qui gagne le plus à la fin du mois ou celui qui a le meilleur taux horaire à la fin du mois. Personnellement, pour moi, c'est celui qui aurait le meilleur taux horaire dans la mesure du raisonnable où il envoie quand même un volume suffisant, etc. Mais euh, je- personnellement, dans ma carrière, je m'épanouis bien plus en faisant qualité euh, gros taux horaire et pas forcément grind trop et me laisser plein de temps pour juste genre expérimenter la vie et faire plein d'autres choses à côté. Et je pense que pour quelqu'un d'autre, ça va juste être bah, le maximum à la fin de l'année, le maximum à la fin du mois. Et du coup, on aura chacun une vision un peu différente de la performance probablement. Et Hmm. ça rejoint du coup aussi cette idée de A-game, big game dont tu viens de parler. Celui qui va penser quantité, il va être beaucoup plus
ouvert au fait d'avoir beaucoup de sessions en big game, là où celui qui va être sur la qualité va être en mode non, on fait que des sessions en high game. Carrément, mais d'où l'intérêt vraiment de définir sa performance à soi en fonction de ses traits de personnalité, ce qu'on est capable aussi, et juste de là où on veut aller en fait dans le poker. Parfois, c'est pas conscientisé, mais on a tous notre vision de ce qu'est la performance et je te Bah, rejoins. en résumé, tu vois, c'est juste, vous mentez pas, vous le savez généralement. Vous le savez si vous êtes bien ou pas bien. Et donc, juste, soyez discipliné, vous mentez pas. Et si vous voyez pas assez de volume et que vous savez que vous êtes lazy, des fainéants, bah, admettez-le. Et voilà. Je pense qu'un très bon joueur, pour en venir à chaque fois au sujet principal, être un top et performant, il se ment pas, il sait quand il est dans le bon, aussi qu'il est dans le faux. Mais en tout cas, il s'adapte bien. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand les gens qui vont nous écouter, ils vont dire Alex, il a dit qu'il se sentait pas bien le lendemain de machin, et il joue pas. Oui, d'accord, mais lui, il se connaît bien, ça fait longtemps, c'est un pro, etc. Quand tu commences, moi, quand je commençais, j'ai écouté les principes B à bas. On me disait, gère ta bankroll, joue tant d'ABI. On disait, euh, apprends qu'il y a la variance, la résilience, c'est très important au poker. Et bosse après la technique. Ben, j'avais fait scolairement ce qu'on m'a dit. Et quand j'ai commencé à avoir de l'expérience, etc., j'ai eu le luxe de me dire, non, là, je vais faire différemment. Là, je vais faire ça. Là, je vais prendre un peu plus de temps pour moi. Ah, là, par contre, il faut que j'envoie. Mais j'étais capable. Mais au début, faut être discipliné parce que sinon, on commence à pas vraiment savoir où aller. Et généralement, c'est bête ce que je vais dire, hein, mais ceux qui vont réussir quand ils nous écoutent, ils vont le comprendre et ils vont le faire et il y aura pas de problème. Ceux qui se trouveront toujours des excuses ou des choses à dire, ah bah non, là de toute façon j'ai pas le temps, j'ai machin. Ah oui, on a tous des problèmes, il y en a qui ont des enfants, etc. Je peux vous assurer que les très bons, ils vont trouver la discipline pour, entre guillemets, dire bah non, là, je sais pas combien il faut faire d'heures de cash game par jour, ça doit dépendre aussi des gens. Il y en a qui aiment bien faire plusieurs petites sessions, si je comprends pour bien, ou il y en a qui aiment bien faire des grosses, je sais pas. Mais en tout cas, chacun trouve un rythme qui lui convient et il se ment pas, il sait s'il fait le bon volume, il sait s'il fait pas assez, et à la fin du mois, il sait, vis-à-vis de lui-même, s'il se regarde dans le miroir, il sait très bien où il en est. Ouais, Ah, carrément. ouais, Vas-y, Alex. je pense que il faut bâtir tout son. En fait, il faut expérimenter un peu tout et se faire à la fin comme sa propre manière de grind et de jouer qui va être la plus performante possible. Et c'est en se prenant des murs et en se prenant un peu des claques qu'on dresse notre liste de comment performer le mieux. Je suis assez d'accord avec ça. Et quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Simon, enfin, dans ta vision, parce que tu as l'air d'être très confiant, et tu l'as dit aussi, et je pense que ça, c'est une caractéristique euh, qui est importante. Et si on n'a pas la confiance en soi innée, il faut travailler dessus, parce qu'au poker, très souvent, on va avoir ces périodes dues à la variance qui vont faire qu'on va pas avoir les résultats qu'on mérite. Et euh, le plus dur dans ces périodes-là, ça va être de continuer à jouer le meilleur jeu. Et le problème, c'est que très souvent, les joueurs, dans ces périodes-là, ils savent plus que c'est le meilleur jeu, ils doutent. C'est le cas en cash. Euh, Ça dure en général des petites périodes de 3 semaines, un mois, où les joueurs perdent un peu leur jeu. Ils savent plus si tout va, si tout se passe bien. Et en général, les joueurs qui arrivent à continuer à rebondir dans ces périodes et à continuer à avoir un très bon jeu et donc à limiter leur downswing, c'est les joueurs qui ont très confiance en eux. Et le problème des joueurs qui vont avoir moins confiance en eux, ils vont en général faire étendre ce downswing sur peut-être, au lieu que sur un mois, ils vont le faire étendre sur 2 mois. Au lieu de perdre 20 buy-in qu'ils auraient dû perdre, ils vont en perdre 30. Et c'est ce que tout le monde doit rechercher, selon moi, c'est travailler sur cette confiance. Et pour ça, bah, rien de mieux que d'être entouré, de pouvoir très, très rapidement vérifier bah, tout ce que je fais, est-ce que c'est bien avec des mecs qui sont compétents. Et du coup, j'imagine quand MTT, c'est genre décuplé x 10 parce que au lieu de faire un mois perdant où tu es perdu, j'imagine tu peux en faire 3 ou 4. Et là, si t'as pas confiance en toi, c'est la merde, quoi. Parce qu'en fait, tu vas passer 3 mois de ta vie où tu vas complètement te demander si tu sais encore jouer au poker. Donc, ouais, un bel outil de performance probablement, la confiance. Attention les gars, je parle pas de vous deux, hein, mais plus aux auditeurs, de pas confondre confiance et incapacité de se remettre en question. Les deux sont totalement compatibles. Hein, Mm. les joueurs justement, enfin, je pense que ça peut porter à confusion chez certains joueurs. En mode, je dois avoir confiance, ça veut dire je dois. Moi, j'aime pas les trucs de trust the process, etc. non-stop. Oui, trust the process, mais dans la manière où tu es à peu près sûr qu'il est quand même correct. Parce que, Oui. je veux dire, il y a quand même des stupidités là-dessus où des gens avancent un peu. Mais c'est ça qui est super dur, c'est que tu dois trust the process en vrai, mais aussi tu dois être capable de le remettre en question, mais pas trop. Et c'est un mélange des deux C'est vrai, qui est la c'est recette dur. parfaite. Mais si tu C'est veux mettre ça. un peu trop d'un, bah
on peut marcher Et dans le les sens gars, pour toi. si vous voulez, je pense que ça va pas mal parler à des mecs, peut-être à vous aussi. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je vous fais part d'une petite idée et vous me dites quel est votre avis là-dessus. Euh, c'est un truc que je n'ai absolument pas inventé. Peut-être que je le paraphrase ou je vois la chose différemment d'expérience, mais je pense que une des problématiques majeures dans le poker, c'est que déjà, on n'a pas de process clair pour pouvoir aller de l'avant. C'est-à-dire que quel que soit le format, en effet, Alex l'a très bien dit, moi j'ai bossé avec des joueurs de alors, cash game high stakes, je coach un mec qui joue 5K et surtout des mecs SNG, spin, qui jouent genre très très haut, vraiment top FR, avec qui j'échange, donc pas forcément que je coach, mais avec qui j'échange. Et ce qui est ouf, c'est que je connais deux mecs, là, typiquement, qui n'ont absolument pas la même vision du poker et qui pourtant font des années à 500K tous les deux. Mais genre une approche, mais qui n'a absolument rien à voir. D'un point de vue théorique, mais même d'un point de vue lifestyle, etc. C'est genre les deux opposés. C'est assez délirant. Je vais pas citer de nom, mais donc déjà, ça montre que bah en fait, il n'y a pas un modèle de réussite. La deuxième difficulté, c'est qu'en fait, tu vois, tu parlais de centre de formation, c'est que Mm. globalement, il y a des écoles, il y a des courants de pensée, on peut avoir des mentors, on peut suivre des masterclass, des formations, comme celle d'Alex, peut-être, une petite promo en cash. Mais en fait, globalement, il n'y a pas une idée. Et en plus de ça, on est un peu solo. C'est-à-dire que même si on échange, etc., c'est pas comme si on était dans un centre de formation où il y a un préparateur physique, un préparateur mental. Et que globalement, on a juste à jouer, entre guillemets, et écouter un petit peu ce qu'on lui dit. Donc ça, c'est les deux grosses difficultés majeures. Le petit conseil, de manière assez rapide, je vais prendre une minute pour expliciter ça, je pense que c'est très cohérent. C'est que la première étape, alors je dirais qu'il faut qu'on ait un aspect un peu schizophrène en tant que joueur de poker, vous allez voir pourquoi je dis ça, c'est qu'on doit tous avoir en nous un architecte et un maçon, genre un architecte, un maçon. Ça fait très dev perso, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va me raconter, etc. Parce qu'en fait, l'architecte est là pour construire des plans, une stratégie. OK? Donc, sur comment je vais jouer, quel set de tournoi je vais choisir, combien d'heures je dois jouer en fonction de mes possibilités, de mon environnement, de si j'ai des choses à faire à côté comme Alex, enfin peu importe, etc. Et ensuite, le maçon, sans du tout dénigrer son taf, mais en fait, il a juste qu'à réaliser le taf de l'architecte. Il doit juste agir, fermer les yeux, construire la maison en fonction des plans. Le truc, c'est que, encore une fois, il faut que l'architecte soit bon, parce qu'on ne peut pas, comme on disait juste avant, avoir une stratégie sur du vent. Je ne peux pas établir une stratégie juste en mode, bah, elle me paraît cool, et du coup, je vais mettre une stratégie qui paraît efficiente, etc. Cette stratégie, pour la bâtir, je dois avoir les connaissances. L'architecte a fait X années d'études, et le mec qui va bâtir sa stratégie poker doit se reposer sur des fondamentaux du poker. On est d'accord. Mais ensuite, c'est ultra important de pouvoir mettre ça en place et de pouvoir, je suis assez vulgaire, mais fermer sa gueule pendant 3 mois et juste agir en fonction de ce que l'architecte a déterminé. Sinon, on est toujours dans un process de, en fait, OK, je fais des choses, et après je doute, et je vois une autre école de pensée, et du coup, je change d'idée, et ça, c'est mieux. Et dans le dev perso, je le vois énormément. Non, mais ça, c'est de la merde, et du coup, je fais autre chose, et blablabla, et on n'avance jamais vraiment de manière linéaire. Attention, pour conclure, je pense que l'architecte, il faut qu'il fasse une apparition tous les 3 mois et qu'il vienne un petit peu comme un inspecteur des travaux finis ou je ne sais quoi, regarder ce qu'a fait le maçon et soit tout changer ou remettre en place un process pendant peut-être 3 mois, ou alors des durées qui sont indéterminées, ni trop longues ni trop courtes, assez de temps pour pouvoir avoir du recul et pas trop longues pour avoir la capacité de projection quand même dans l'accomplissement de la tâche. Mais ça me paraît essentiel. En tout cas, c'est un modèle de performance qui semble viable, justement pour pas être perdu tout le temps, avoir un minimum de stratégie et ensuite aussi être en mesure de dire bah, juste je suis ma strat et je suis pas tout le temps en train de tout remettre en question. Voilà, une idée que je trouve assez pertinente en tout cas Bah, moi, je suis d'accord, assez d'accord avec toi. J'ai envie d'un peu complémenter ça. Ouais. Déjà, quand tu as dit aussi le côté que les gens te remettent en question toutes les 5 minutes, etc. Et il faut se foncer un petit peu comme ça. Déjà, ça, c'est très vrai en coaching. Pour Mm. moi, un joueur qui va se faire coacher, euh, pour X heures, il se tait. C'est-à-dire que oui, certes, il a des visions différentes, etc. Mais là, tu as pris un coaching. Prends la vision du gars, absorbe, sois une éponge, et tu verras plus tard. T'en prendras un autre après. Mais prends tout ce qu'il y a à prendre. Et déjà, tu vois, ça, c'est quelque chose pour moi, qui est assez vite. Ce que j'ai noté aussi quand t'as dit, c'est, euh, euh, pour moi, alors, là-dessus, je suis un petit peu moins, enfin, je suis un peu moins d'accord, mais quand tu as dit, entre guillemets, la même idée qu'il faut agir et suivre ce qu'a dit l'architecte, je suis d'accord, mais pour moi, les tops,
ils ont su s'adapter à un moment donné où ça c'était le plan, et il y a un problème. Par exemple, je vais prendre ton analogie. La maison elle devait se faire construire comme ça, mais on a un problème avec le Ah, sol. mais Ça, ça, je c'était pas suis dans les plans. totalement d'accord, totalement Et d'accord. ça, et ça, tu vois, c'est là où les très bons, ils vont trouver la solution. Et moi, par exemple, je suis très fier. Tu vois, le PT de Barcelone, il y a plein de choses qui sont pas passées comme prévu Mm. dans l'organisation, etc., machin. Et je suis fier d'avoir su m'adapter, dire ok, c'est pas Mm. grave, c'est pas grave. Et après, on s'attend pas à plein de trucs, on te met des caméras, on te met des machins et tout, et t'es pas prêt. Et en fait, tu te dis ok, bah, c'est pas grave, je vais trouver une adaptation. Et ça, je Mm. trouve que c'est bien, tu vois, Bien d'avoir sûr. un plan et hop, il faut savoir s'adapter. Et, euh, et je dirais que un des traits de caractère qu'on les top, c'est que c'est pas c'est très contradictoire ce que je veux dire. Ils sont très confiants, mais ils doutent tout le temps. Ça veut dire que ils sont confiants dans ce qu'ils font, mais ils se remettent toujours un peu en question. C'est-à-dire que tu vas parler avec un top, il va jamais te dire non, c'est comme ça qu'on joue. Mm. J'en suis sûr et certain qu'il va te dire ok, je l'avais pas vu comme ça. Tu penses pas qu'il y a plus de alors que quelqu'un qui ne sait pas trop, tu sais, pour moi, je pense à chaque fois à la courbe de Kruger, là, tu sais, Ouais. qui est la confiance avec la confiance Mm. avec l'expérience, qui fait que à force, à un moment donné, le top, il sait qu'il sait pas, tu vois, des fois. Et même quand il est tout en haut, il remet en question tout le temps. Et je pense que c'est ça, qui se passe chez les très très bons joueurs. Et je finirai juste en disant que euh, quand tout au début, tu as dit, il y a pas de process pour un peu te contredire et dire un petit peu des trucs, voilà, en Ouais, mode bien sûr. débat. Bien Mais sûr. en fait, quand tu as dit, il y a pas de recette magique, moi, je pense qu'il y en a une. Mais je pense qu'au poker, on a un fléau. C'est que les gens, ils veulent gamble, surtout en MTT, ils veulent le one time. Ils veulent réussir. Moi, je pourrais faire un pacte avec un joueur. Je lui dis, écoute bien, tu vas faire tout ce que je te dis. Tu vas pas cramer tes tournevis. Tu vas prendre des shots comme je te le dis, etc. Je peux t'assurer que, je sais pas dans combien de temps, mais tu vas réussir. Mais les Mm. trois quarts, je peux t'assurer que les trois quarts, ils vont vouloir faire des shots, ils vont vouloir gamble, ils vont vouloir ils ont de la FOMO, ils vont vouloir envoyer trop, etc. Et c'est normal de faire ces erreurs. Même si je leur dis, c'est un peu comme quand tu dis à non, ton enfant fait pas ça, mais à un moment donné, il faut qu'il le fasse, tu vois. Et donc c'est des erreurs qui, je pense, sont nécessaires. Et c'est là où je reviens à mon discours du début que je disais, les tops, eux, ils vont s'adapter très vite. Ils vont comprendre qu'ils ont fait cette erreur-là. Ils vont comprendre que, entre guillemets, ils ont peut-être été un peu trop comme ça, et ils vont se réadapter. Là où il y a des joueurs, je suis désolé. Ils pourraient ne pas se ils pourraient faire plein de choses, mais à un moment donné, ils vont fail, tu vois. Donc il y a un plan à avoir. Et après, on va voir les péripéties qu'il va y avoir et qui va vraiment se ressortir la tête de l'eau et dire, OK, là, on va rectifier, là, on va faire ça, tu vois. Je suis totalement Voilà. d'accord, je laisserai rebondir Alex après. Mm. Totalement d'accord, si le mur il part tout de suite en couille après 3 4 jours de travail, c'est évident qu'il faut se Ouais. réajuster. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut quand même, je veux dire, trace de process, on va dire un Ouais, minimum. ouais. Parce qu'il y a aussi des gens, tu vois, c'est pas un contre-argumentaire, mais si on essaye de prendre l'autre côté de la balance, qui du coup, s'ils doutent trop, ou alors s'ils sont tout le temps dans cette quête de performance ou de perfection, bah, en Mm. fait, ils vont remettre des choses en question sans laisser le temps, justement, Totalement d'accord. un recul en fait nécessaire sur est-ce que mon process est valide ou pas valide. Et ils sont tout le temps en train de changer. Ouais. Moi, je vois ça beaucoup chez des mecs qui suivent différentes formations à droite à gauche et comme s'il y avait toujours un nouvel Eldorado et il y a la nouvelle formation de Kill Tilt qui est sortie et ça, c'est en fait, c'est Ouais. mieux. Et du coup, je vais arrêter ce que je suis en train de faire et Ouais, je me ouais. au bout d'un moment, juste let's go, vas-y et tu verras dans quelques mois, en effet, là où tu en es, quitte à devoir réajuster. Mais de toute façon, on est d'accord Ouais, ouais. Alex, du coup, si tu voulais rebondir ou pas, Ouais, d'ailleurs. j'avais déjà entendu cette analogie. Ouais. Un très bon pote à moi qui est un boss de l'entrepreneuriat, Mm. qui joue au poker d'ailleurs aussi, qui m'avait, on s'était eu en call il y a genre, ça devait être il y a un an et demi, un truc comme ça. Et il m'avait parlé de cette analogie. Je lui demandais des conseils je crois que je lui demandais des conseils. Je sais plus si c'était pour ma structure RTS ou on parle de tout en fait, d'invest, Ouais, de tout. Donc je pense que ça s'applique surtout. Lui c'était architecte et artisan. Donc tu vois, toi c'est architecte et ouais, bon, maçon, c'est un peu la même chose. Ouais. Et, euh, et moi je suis extrêmement en phase avec ça. Euh, je pense qu'en fait ça s'applique à tout, pas qu'au poker. Donc comme je disais, en investissement, ça s'applique en nutrition, en développement perso, en relation, en tout. Euh, le truc que j'aime bien dans cette approche, c'est que l'architecte, c'est toi-même. Donc en fait, tu mettras autant de temps qu'il en faudra pour faire tes plans et savoir où tu vas aller et comment tu vas le faire. Et après, juste, tu te tais et t'appliques. Et je suis d'accord avec Simon qu'il faut avoir une flexibilité si vraiment il y a des choses imprévues qui arrivent. Mais je dirais que c'est ton taf en tant qu'architecte de prévoir même l'imprévu. Et après, tout dépend à quel stage toujours tu es dans ton
comment dire, dans ton niveau d'expérience, à quel point tu es un expert je veux dire, dans ce que tu fais. Par exemple, si tu es en low stakes et que tu commences le poker, bah, peut-être que tu auras besoin d'aide pour bâtir ces plans d'architecte ou tu devras plus facilement les remettre en question. Là où quand tu es sur juste quelque chose où tu déroules un petit peu, bah, tu vas pouvoir beaucoup plus te faire confiance. Et, mais en effet, ça permet c'est un des processus qui permet de lisser la variance et d'enlever euh, d'enlever cette part de chance qui peut affecter nos prises de décision. C'est avant qu'il se passe des événements de chance ou pas qu'on aura pris nos décisions. De toute façon, voilà, plus on sera expérimenté, meilleur l'architecte sera. Là où je pense on est tous d'accord, c'est que quoi qu'il en soit, l'architecte, il est obligé d'être un minimum compétent, quoi, parce que sinon, bah, il va juste faire n'importe quoi et là, ça devient compliqué de fonctionner comme ça. C'est vrai, Mais... faut De prendre, fou. Et ou alors faut prendre un autre architecte, quoi. Faut prendre un coach ou un mentor. C'est pour ça qu'il y Ouais, en a non, mais je suis il y en a qui d'accord. disent qu'il faut un mentor, il y en a qui jurent par un mentor, quoi. Qui ont un mentor et qui suivent. Mais il y a plein de mecs qui ont ouais. pas réussi, qui sont full mentorat. De toute façon, c'est partout en vrai. Enfin, le mentoring, on le voit vraiment Mm. partout, partout. Ouais. Même en entrepreneuriat, tu dois connaître ça, Alex, mais genre. Mm. Bah, moi, je pense que le mentoring, c'est juste parfait. C'est exactement, enfin, dans n'importe quel domaine, c'est trop bon d'avoir un mec qui a de l'expérience et qui a vécu. Tout simplement, il te faut quelqu'un qui a vécu ce que toi tu veux faire ou qui est passé par toi ce que tu veux faire. Enfin, je dis pas qu'il te faut, tu peux pas réussir sans, mais c'est juste super si tu arrives à trouver quelqu'un comme ça. Ouais. Et, euh, euh, et, euh, et ça te permettra d'aller juste 3 fois plus vite ce que tu vas expérimenter par toi-même. Et voilà. Ouais. Ok, bon, ça fait déjà 1 heure quasiment. C'est super intéressant On ceci. en a des choses à dire. Ouais, c'est ça, franchement, mais ça fait plaisir. C'est vraiment cool. Bah, c'est un Écoutez, sujet. deuxième bloc, peut-être. Essayer de faire un truc qui est pas trop long quand même, même si c'est super intéressant. Rentrons dans le vif du sujet de tout ce qui est purement, j'aime pas ce terme, il n'a aucun sens pour moi, mais mindset. Donc, Mm. dev perso, mindset. Parlons de choses concrètes. J'ai une approche, vous ne connaissez pas, je pense, en tant que coach, mais qui est assez rationnelle. Je chie sur la loi de l'attraction, la pensée positive, sur le dev perso, etc., littéralement. Même si J'ai vu ça dans une de tes vidéos. Moi j'adore le développement perso, j'adore Moi aussi, je l'optimisme. suis Donc je pense contrairement que à toi, ouais. allez, Ouais. c'est ça va pas être un grave, les bon gars, échange, je pense. débattons. Ouais. Non, mais au-delà de ce débat, et je sais hein, de toute façon que je suis un peu à contre-courant là-dessus, mais peu importe, faut s'ouvrir à tout. De toute façon, c'est même pas le débat du jour. Mais parlons du coup on va dire, de routine, de mise en place, sans parler encore d'apprentissage, mais sport, alimentation, la nécessité de bien se nourrir avec le poker potentiellement, euh, truc cliché de warm-up, cool-down, je ne sais quoi, ce que vous voulez, tout ce qui tourne autour de la macro et des à côté pour pouvoir performer avec la question de base, est-ce que pour vous, il y a des choses qui sont essentielles? Est-ce qu'un joueur peut performer sans rien mettre en place du tout et juste let's go? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et peut-être même, est-ce que vous avez déjà bossé ou bossé avec des coachs mentaux, etc. Et juste quelle est votre approche de tout ça? Vous avez compris. Allons-y. Mm. Vas-y, Simon. Vas-y. Vas-y. Comment? Ok, vas-y, comme tu veux. Alors, voilà, c'est un sujet que j'aime bien. Moi, je pense qu'il y a rien d'essentiel. Mais ça veut pas dire que moi je suis pas convaincu que dans tout ce que tu as dit avant, la loi d'attraction, etc. Moi, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense que chacun a son truc. Euh, Tu peux ne rien faire et être très performant. Par contre, ça va impliquer que tu aies énormément d'expérience. En fait, c'est pas, il y a une condition. Par exemple, je te donne un ordre d'idée. Moi, ça fait que 5 ans que je fais du poker. Si je veux devenir un top player et être aussi fort que quelqu'un qui ça fait 15 ans qui fait du poker et qui est à très haut niveau, si Hmm. je fais ce que tu dis là, même si je suis un génie, il faut vraiment que je sois vraiment un génie. Et il y en a des génies. Franchement, ça va être très dur parce qu'il y a trop de choses. D'accord? Donc, en fait, c'est comme aux échecs. T'as des génies. T'as des génies qui arrivent, là, les petits de 14-15 ans qui arrachent tout. Mais à un moment donné, il faut qu'ils bossent comme des tarés parce que sinon ils vont se faire arracher par les gens qui ont trop travaillé avant. Moi, c'est pareil. Donc ça veut dire que tu peux ne rien faire, tu peux rien faire et juste être hyper à l'écoute. Par exemple, est-ce que tu préfères un élève en classe qui écoute tout le temps extrêmement bien quand il est en cours et derrière il fout rien? Ou est-ce que Hmm. tu préfères un élève qui écoute à moitié en classe et qui derrière travaille à moitié? Bah, je préfère clairement quelqu'un qui écoute 100% les cours
et derrière, il sera restitué quand il dormira, etc. Ça va aller mieux. Bah, c'est pareil au poker. Je préfère un mec quand il travaille, il est à fond dedans, il est super focus, il est hyper là-dedans, et derrière, après, il s'en fout, etc. Maintenant, si je dois dire moi ce que je veux faire pour réussir, bah bien sûr, moi je fais du sport. J'adore ça, parce que je viens d'un milieu où je fais beaucoup de sport. Je travaille beaucoup mon jeu, je travaille beaucoup avec d'autres joueurs. J'ai la chance d'avoir une copine qui m'aide à bien faire à manger, etc. Donc en fait, petit à petit, je mets tout en place. Mais c'est pas arrivé comme ça. J'ai eu ma période où, quand j'étais célibataire il y a 3 ans et que j'envoyais du volume à fond, j'étais connu, je crois que j'ai terminé dans le top 3 dans les volumes envoyés en MTT. J'ai commandé pour je sais pas combien de milliers d'euros de Uber Eats. Je commandais 10 fois par semaine. Pendant la période du confinement, je t'en parle même pas. J'avais une pyramide, j'avais un cimetière de trucs. Et en fait, et ça a pas permis d'être mal. Après, chacun ressent comme il est. Mais par contre, à long terme, les gars, encore une fois, je reviens à long terme, si tu veux être très très fort, pour pas avoir de période trop de coups de mou, parce que ça sert à quoi de bien manger, de bien faire du sport, etc. C'est qu'à un moment donné, bah, tu peux être, t'es bien aujourd'hui, t'es bien demain, t'es bien après-demain, t'as ton truc et t'es bien, t'es constant. Quand tu fais un peu tout et n'importe quoi, t'as des humeurs bizarres. Désolé, t'as une grosse échéance aujourd'hui, t'as un day 3, t'es pas en forme. Ah, c'est dommage, t'as spew. Bah, c'est con parce que si t'avais eu ton petit rythme, t'es pas obligé. Mais il y en a, ils font rien. J'ai des noms en tête, hein. Je sais pas si on va dire des noms, mais j'ai des noms en tête où Vas-y, j'ai essayé vas-y, des gens. vas-y, allez, ça va passer sur Insta, ça, Bah, on fera un bah non, short. mais je sais pas, mais c'est plutôt des éloges que je vais faire, tu vois, et que c'est des joueurs que je connais pas trop. Par exemple, un joueur qui a tout le temps performé et qui est, je pense, en faut pas une, enfin, en tout cas dans cette story, c'est Young Fanta, par exemple, Ok. Vincent Cavaliers, tu vois. C'est quelqu'un qui, je trouve, bah, je pense que lui aussi se reconnaît comme un mec qui est un bon vivant et qui fait la fête, etc. et qui de temps en temps se remet à des périodes poker. Alors après, je sais pas, je trouve c'est un énorme bosseur en dehors, il fait croire que c'est ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont toujours été performants, mais par contre, ils sont amoureux du jeu. Je pense à un joueur qui est beaucoup plus discipliné, qui travaille beaucoup, enfin, qui joue beaucoup, mais qui n'a pas toujours été un gros travailleur, c'est un mec comme Croate, Arnaud Anselme, tu vois. Pareil, je le connais pas personnellement, mais je sais que c'est des joueurs qui ont envoyé beaucoup, beaucoup de volume et qui ont appris comme ça. C'est-à-dire que pour eux, et j'en ai parlé un petit peu avec lui parce que il a été en sport-études voile à La Rochelle quand moi je viens de La Rochelle aussi. Et ce que je veux dire par là, c'est que il m'a dit j'ai arrêté tout ça. Alors pour la fumette, pour tu vois être tranquille, donc il grind et il grind. Et il m'a dit je regrette un peu d'avoir fait ça, mais l'un dans l'autre, ça fait des années qu'il est dedans. Il est tellement passionné par le jeu que ça suffit pour être très fort, tu vois. Ok. Donc en Ok. fait, il y a différents profils, mais une chose est sûre, c'est que si vous voulez rattraper tous les mecs qui sont trop forts et que vous venez de démarrer, et que vous écoutez ce podcast, je pense que la manière la plus efficace, c'est quand même de mettre des choses en place qui vous conviendront et à être performant. Est-ce qu'il y a, avant d'écouter Alex, tu vois, des choses plus concrètes, genre vraiment, tu sais, liées à tout ce dev perso et tout, genre, je sais pas, je te parle de douche froide, je te parle de gratitude, je te parle de méditation, je te parle de routine, d'aller marcher le matin, d'avoir des routines de sommeil, de prendre des compléments alimentaires, mélatonine, ce que tu veux. Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses là-dedans que tu mets en place qui te parlent et qui vont t'aider à la performance ou pas forcément? J'ai mis en place beaucoup de ces choses-là. Pour moi, douche froide, ça a été oui et non. Enfin, ça n'a pas trop changé. Moi, le sport, essentiel. Hmm, Pour moi, le sport, essentiel. Mais ça, j'ai envie de te le dire, même si je ferais pas de poker, ce serait essentiel. bien Donc sûr. voilà. Ensuite, je m'en rends pas. Après, c'est des choses, je m'en rends pas vraiment compte. La bouffe, j'ai fait plus attention, mais est-ce que je suis mieux ou pas? Pas tant que ça. Par contre, moi, j'ai fait pas mal de sophrologie, comment ça s'appelle, de pleine conscience. Donc, c'est la méditation, en fait. Je pense, honnêtement, si je dois répondre à ta question juste par un oui ou par un non, je dirais non. Hmm. D'accord? Si c'est obligatoire, je dirais non. Pour un joueur de poker, pour performer, pour ce domaine-là. Maintenant, les gars, c'est dans votre vie à vous pour être bien. Et c'est ça qui va faire que vous êtes bien après au poker. C'est bizarre à dire, mais vous pouvez être très très bien. Je- Si vous aimez sortir, sortez. Tu vois, mettez-vous dans une bonne condition pour jouer. Je pense que parmi tout ce que tu dis, il n'y a rien d'obligatoire. Et à la performance de haut niveau, il n'y a rien d'obligatoire. Voilà. Si je dois répondre à ta question par un oui ou par un non, strict, je pense que moi, il n'y a rien d'obligatoire dans tout ce que tu as dit. Ok, super intéressant. Ok, il y a un truc qui est très cool dans ce que tu as dit, je vais rebondir là-dessus, c'est que de toute façon, moi je suis de l'école, même quand je coach, je pense que globalement tout ça doit d'abord être fait pour notre vie, pour notre espérance de vie en bonne santé, entre guillemets, et ensuite ça aura un impact sur nos performances, quoi qu'il en soit. Mais que la volonté de faire du sport pour performer, je dis pas que c'est une motivation qui est pas bonne, je dis juste qu'en fait, c'est pas la plus Hum, saine. je suis Globalement, d'accord avec toi. voilà, ça doit être un peu la conséquence d'un bon lifestyle, Ouais. entre guillemets. Alex?
Euh, je suis d'accord avec le fait que il n'y a pas forcément besoin de tout ça pour performer, tout simplement parce qu'au poker, il y aura toujours un récréatif à table. C'est pas si compétitif que les échecs, c'est pas si compétitif que le foot ou tout autre sport où il y a que des boss à haut niveau. En vrai, au poker, on a de la chance, c'est toujours un récréatif. Donc, en effet, et c'est pour ça qu'il y a tout simplement plein de pros qui ont une macro éclatée et, qui performent, qui gagnent assez. Ils Maintenant, ne prendraient pas plus de V s'ils mettaient tout ça en place, même ces mecs qui chipent. clairement, clairement, Ok, clairement, j'y viens. ok, vas-y. Par contre, il faut voir est-ce qu'ils performent. C'est toujours pareil. Est-ce que notre unité de mesure pour la performance, c'est combien d'euros tu gagnes à l'année ou est-ce que c'est à quel point tu es heureux dans ta vie? Pour moi, c'est à quel point tu es heureux dans ta vie. Et je pense que euh, des mecs qui vont avoir une macro bien éclatée, bah, ils vont tout simplement pas encaisser les swings de la même manière. Donc, très probablement que ça va être très dur pour eux de vivre toutes les périodes de bad run. Et Dieu sait qu'il y en a quand on joue au poker. Et donc, je pense que juste le niveau de joie ou enfin d'être heureux à la fin de l'année est bien plus bas et surtout dans les périodes dures. Et moi, ce que j'aime bien faire pour travailler sur ça et notamment j'essaie de le partager avec mes élèves, juste quand j'en discute, je pense pas qu'il fallait se comparer forcément aux autres joueurs. Il faut pas forcément se dire que il y a des joueurs qui ont besoin de ça et d'autres qui n'ont pas besoin ou quoi. Je dirais juste qu'il faut se comparer à soi-même et à se dire, mettons que là, je fais rien, je suis une macro éclatée, je fais pas de sport et tout. Qu'est-ce que je serais si j'en faisais, si j'avais une macro parfaite? Et je Mm. suis vraiment convaincu que en fait, pour tous les joueurs, c'est la même chose. Si tu leur mets une macro, je dirais parfaite, par parfaite, j'entends pas un truc de militaire non plus, voilà, mais j'entends parfaite pour eux bah, ils auraient des performances bien mieux et genre juste ils seraient bien plus heureux et ça n'empêche pas bien sûr de sortir, de faire tout ce qu'on veut. Maintenant, si je peux parler de moi, mon expérience personnelle, j'ai toujours été très développement perso, nutrition, ça me passionne et du coup, je pense que j'ai pas vraiment expérimenté des périodes de ma vie où genre je grindais sans avoir une macro vraiment carrée. Et je pense qu'en vrai, ça m'a pas mal servi, ça m'a permis de monter très vite en limite, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, quand je commençais, je faisais pas forcément du sport chaque jour que je grindais. Et ça, je le répète dans pas mal d'interviews dans lesquelles je suis passé. En vrai, maintenant, c'est quasiment obligatoire. Il faut que j'ai fait du sport ou que je sache que je fasse du sport dans ma journée, enfin, que ce soit pour que je sois à mes performances optimales. Et je remarque qu'en termes de zone, même si ça peut m'arriver, si je suis busy avec d'autres choses, que je puisse pas faire de sport, je remarque que j'arrive pas à être au summum de ma concentration quand j'ai pas envoyé la séance de sport. Et, et ouais, nutrition, c'est la même chose. Après, je pense que nutrition, on peut s'en sortir peut-être en étant un peu plus carnage, mais je dirais que c'est un tout, quoi. Moi, après, c'est difficile parce que moi, je sais que quand je mange mal, quand je mange vraiment mal très souvent, si je vais manger une fois des fast-food et tout, ça me va, il n'y a pas de problème. Mais si j'enchaîne les fast-food ou des mauvaises nourritures, juste, je me sens mal, en fait. Je culpabilise, j'ai un peu. Enfin, je vais me sentir mal dans ma peau, pareil si je fais pas de sport, donc du coup, ça va se retranscrire sur les tables, forcément. Il y a un truc qui est intéressant par rapport à ça, c'est que on sait aussi que quand tu es engagé dans un process où il y a un lien de corrélation avec un autre process, tu as beaucoup moins de chances de give up le deuxième process. Je m'explique, c'est que si par exemple tu es dans le sport et que tu fais du sport à fond, on sait que de toute façon l'alimentation, que ce soit pour les performances sportives ou juste dans l'évolution générale, est tellement importante qu'il y a très peu de chances qu'un mec fasse vraiment son sport de manière correcte et qu'il mange de la merde totale parce qu'en fait ça a trop d'impact sur... C'est comme si en fait tu allais détruire les raisons pour lesquelles tu faisais du Mm. sport quand tu manges Mm. des vidéos tous les jours. Et ça, il y a des liens comme ça, il y a un nom à ça que j'ai oublié, mais qui est ultra intéressant. Ouais, En mais tout cas, quoi qu'il arrive, ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, ouais. de mettre tout ça en place, ça pourrait être que bénéfique. Et même si vous le ressentez pas maintenant, c'est dans votre vie que ça ira mieux. Donc moi, je pense que faut pas se culpabiliser à dire, ah, j'ai pas pris ma douche froide, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais je Mhm. pense que vous y gagnerez à quand même être un peu plus discipliné et votre vie, elle en sera que meilleure des fois, vous comprendrez pas pourquoi vous êtes fatigué et pourquoi vous l'êtes pas en faisant attention. Bah, vous vous rendez pas compte, mais en sport, c'est l'inverse que ce que vous pensez. Plus vous faites du sport, plus vous sentirez que votre corps, il est plus en forme facilement. Là, ils vont dire, ouais, mais je suis déjà fatigué, j'ai pas le temps d'aller au sport. Ouais, mais tu comprends pas, c'est que, enfin, moi je le sais parce que je l'ai expérimenté avec ma copine, faisait pas du tout sportive et qui, du coup, bah, elle se rend compte qu'avec le sport, elle a une meilleure tenue, en fait, elle est plus en forme.
et ben tu vois, c'est un peu contre-intuitif. Donc c'est des choses comme ça qui, j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut vraiment se poser la question de est-ce qu'il faut mettre ça en place ou pas? Et encore une fois, écoutez bêtement, faites des choses. Faites des choses qui peuvent être bonnes. Tentez le yoga. Moi, on s'est foutu de ma gueule parce que j'ai fait du yoga avec il y avait des queues avec des gonzesses et j'étais comme ça, là, tu sais, et c'était con. Mais j'ai dit, c'est pas grave, on va voir ce que ça peut faire. Mettez-vous un process en place. Votre architecte, écoutez, apprenez un nouvel architecte qui chante, qui tente des choses. J'ai envie de vous dire, si aujourd'hui vous avez pas beaucoup d'argent, c'est pas en restant comme ça que vous allez en gagner plus. Donc, tentez des nouvelles choses et vous verrez que des fois, vous allez être surpris. Vous allez dire, ah, mais en fait, c'est ça qui me convient à moi, tu vois. Vous allez trouver votre truc, vous allez dire, mais en fait, mais ça, j'adore. Il y en a, ils vont se découvrir une passion pour le sport. Il y en a qui vont se dire, mais en fait, la cuisine, c'est super. Enfin, je sais pas, mais bougez-vous un petit peu pour essayer de faire quelque chose de plutôt sain. Ça pourra vous faire que du bien et, et ce sera déjà de gagner pour la suite, quoi. Ouais, carrément. Merci pour le truc que tu as dit. C'est une des phrases que j'aime beaucoup, qui a été démontrée aussi. Tu fais pas de sport parce que tu es fatigué. C'est exactement la raison pour laquelle tu es fatigué, en fait. Hum, Donc, commence à faire du sport. C'est en Mm. effet intuitif et c'est ce qui va te rendre mieux. Euh, et un rouage peut-être psy qui est lié à ça, sur le fait qu'on a aussi une tendance à croire que la motivation est précurseur de l'action, mais c'est l'inverse. C'est globalement en agissant qu'on va hum. gagner en motivation. Et on sait à travers différentes études, et globalement maintenant tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, sur le fait que l'action est, c'est contre-intuitif, hein, mais à la source de la motivation et des processus de motivation Pour ça, après. quand vous n'avez pas envie d'aller au sport, mettez-vous en tenue de sport, même si vous n'avez pas envie d'y aller. Et quand vous serez en tenue de sport, bah, vous vous dites, bah maintenant, je suis en tenue, je vais à la salle. Allez-y, vous êtes dégoûté. Mais combien de fois ça m'arrive? J'ai pas envie. Et une fois que tu sors de la salle, t'es tellement content. T'es Carrément, tellement content. Mm. carrément, Voilà. Et j'ajouterais sur les bienfaits de tout ça, c'est que on fait une profession qui est soumise à énormément de variance et avoir les, le sport nos progrès au sport, nos progrès en nutrition qui montent tout le temps et on voit toujours les résultats en fait si vraiment on s'y tient. Au final, ça permet d'avoir quelque chose sur lequel on avance et on est sûr qu'on fait de mieux en mieux, quoi. Donc c'est quelque chose, ça permet d'avoir de la stabilité à côté d'une profession qui est quand même vachement instable et moi, c'est pour ça que je le préconise à tout le monde, mais genre, direct, quoi. Tu as, trop raison, hein, sur avoir des datas qu'on n'arrive pas à avoir pour justement comprendre que faire, en fait, c'est ce qui est difficile dans le poker, c'est qu'on n'arrive pas à court terme à faire un lien de corrélation entre nos efforts et nos Ouais. résultats. Et justement, pouvoir mettre ça en fait dans d'autres disciplines, ça permet en effet de voir que bah, on peut quand même faire des choses correctement à court terme qui ont des résultats assez nets. Au-delà de ça, de toute façon, alors, nutrition, je suis assez d'accord avec toi, Alex, sur le fait qu'on n'a pas besoin d'être ultra drastique et qu'on peut juste avoir une nutrition plutôt saine tout en se faisant plaisir, etc. Par contre, le sport, je pense que je vais dans ton sens sur le fait il faille en faire un minimum. Simon est d'accord aussi Mm. là-dessus, ultra intéressant. Ok, vous voulez ajouter des choses sur ce sujet, les gars, avant qu'on passe au dernier point? Bah, c'est le fait qu'on est on est un peu en train de décrire le fait d'être résultat orienté. Tu vois, moi, je trouve que le poker, si t'arrives, enfin, le sport, c'est super résultat orienté. C'est tellement facile quand tu fais, tu obtiens. Le poker, c'est totalement pas l'inverse parce que en cash game, je, je connais pas du tout, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est très, très corrélé. Mais en MTT, c'est tellement pas du tout. Et c'est même des fois l'inverse. C'est quand tu as bossé de fou. Et là, tu te relâches un peu et tu te rends pas compte que tu commences à perfer, mais tu te rends pas compte que c'est les efforts que tu as fait avant. Et en Hmm. fait, c'est tout le temps très compliqué de savoir est-ce que je suis vraiment bon ou est-ce que j'ai de la chance. Et en fait, c'est là où un process est nécessaire. Le fait d'être résultat oriented, le fait d'être orienté sur le résultat, bah au poker, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est très compliqué, comme tu disais juste avant, d'avoir des paramètres pour tout le temps savoir si on est dans le juste ou pas. Et quand vous avez un process qui tient la route, les gars, maintenez-le et vous serez récompensé. Et vous pourrez dire, ah ok, d'accord, c'est bien. Et si c'est pas bon, à un moment donné, que vous l'avez fait pendant un certain temps, et que vous pensez bien faire, honnêtement, peut-être qu'il faut revoir certaines choses. Mais en tout cas, il est certain que des fois, ça arrive pas tout de suite. C'est clair, c'est clair. Mais de toute façon, je laisserai rebondir Alex juste après, même au-delà du sport et de l'alimentation, et même si en fait on va avoir une tendance naturelle, notre cerveau a besoin on va dire, de s'auto-évaluer en permanence. On a un besoin comme ça de boucle de rétroaction envers nous-mêmes. Mm. En gros, c'est juste naturel et primitif de comprendre à quel point on est bon, quelle est notre image, quelle est notre perception de nous, etc. En fait, de s'auto-juger. Et donc, on va le faire partout, en fait, ça tout le temps, en permanence, dans notre rapport à l'autre, dans notre rapport à une activité, etc.
Et dans le poker, c'est valable. Le problème, c'est que les seules données qu'on a, contrairement peut-être à un coureur ou au foot, même s'il y a de la variance, etc., les seules données qu'on a, c'est l'argent et le V. Et le problème, c'est qu'à court terme, bah, notre cerveau va se dire, OK, je vais aller regarder sa data pour essayer de comprendre si je suis bon, si je suis pas bon. Mais on peut quand même, je conclurai là-dessus, créer peut-être d'autres données qui sont, alors certes, moins intéressantes, en tout cas à long terme, mais qui sont corrélées à notre performance. Si par exemple, voilà, j'ai un pourcentage de 3 bêtes à avoir, je ne sais quoi, et que je check mon pourcentage de 3 bêtes qui doit être parfait, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais à la fin de la semaine, globalement, si mon pourcentage de 3 bêtes se rapproche de la théorie, en tout cas de la donnée voulue, eh bien j'ai une data ici qui est plus tangible et qui va me permettre de justement m'auto-évaluer avec beaucoup plus de rationalité qu'avoir une évaluation envers un CEV ou je ne sais quoi, ou peu importe en fonction du format. Tu voulais rebondir, Alex, là-dessus? C'est bon? Rien à ajouter. Trop bien. Avant de passer à la suite, juste parce que je sais qu'il y a des gens qui vont découvrir cette vidéo et qui ne me connaissent pas du tout. Quand je dis, c'est important parce que je sais que ça va faire réagir, que je chie sur le dev perso, c'est je chie sur les choses qui n'ont aucune validité et qui vont globalement entraîner beaucoup de comportements beaucoup plus négatifs que positifs. Mais je ne chie pas sur le dev perso en mode bien s'alimenter, faire du sport et toutes les choses qui sont ultra pertinentes. J'ai juste voilà, quelques doutes sur certaines choses. Et encore une fois, si ça ne fait pas de mal, c'est pas grave. Encore une fois, la pensée positive, bah, en fait, en soi, elle fait pas de mal à personne. Et je dirais que je conclurai là-dessus surtout sur le fait que c'est problématique si en fait on ne jure que par ça et qu'on ne s'intéresse pas à toutes les choses que la science a quand même démontrées et qui pourraient nous permettre en fait de faire x5 de manière factuelle sur nos performances. Parce que c'est aussi une forme de laxisme chez beaucoup de personnes, hein. C'est là où le dev perso est très fort, c'est que globalement, il suffirait de pratiquer la gratitude ou avoir de la pensée positive ou, voilà, pour pouvoir en fait performer. Et ça nous dévie en fait des choses qui peuvent être finalement bien plus intéressantes. Donc ça ne fait pas de mal, mais ça bloque quand même certaines choses qui peuvent être plus cool. Voilà un petit peu le fond de ma pensée là-dessus. Avant de voir dans les commentaires, oui, machin. Bref, mais j'assume totalement, ceci dit. Alors, le dernier point que je m'étais noté, et peut-être que ça va rejoindre le premier et qu'il n'y aura pas énormément de choses à dire là-dessus, mais si on doit parler de modèle d'apprentissage, si on doit parler de ratio travail de jeu, si on doit parler efficience dans une heure de travail, comment la faire? Est-ce qu'on doit bosser avec des solvers? Est-ce que, question basique, hein, les coachings, qu'est-ce qu'on en pense? Dans quelle mesure, etc. Bon, voilà, vous avez un petit peu toutes les choses, mais il n'y aura pas un modèle d'apprentissage évident, j'en doute pas. Mais peut-être quel est le vôtre, quelle est votre vision? Et voilà. Je laisse la main. Ah, je lui laisse la main, Julien Lepers, let's go, c'est parti. Donc, grosso modo, quelle est la meilleure manière de travailler son jeu? C'est ça, hein, l'apprenti. Est-ce qu'il y en a une En déjà et gros, qu'est-ce que tu en penses? ouais. Et le ratio de travail jeu grind. Ouais. Question vaste, question difficile. Je dirais que donc là, on parle peut-être, on parle quelqu'un qui est quoi, en basse limite aspirant pro ou un mec qui est vraiment installé pro. Je Alors, pense que c'est prenons pas la même chose, hein. On peut faire les deux, hein. Ouais, je suis d'accord. Prenons peut-être la range de pas totalement débutant. Prenons un mec qui, allez, en cash game, joue, je sais pas, NL25, NL50, ou voilà, et qui cherche en effet soit à avoir des bons revenus. On va dire, c'est pas forcément représentatif de la majorité de la population, mais peut-être les gens qui nous intéressent Hmm. ici, quoi. Allez. Ah bah c'est très simple, il faut juste signer chez RTS et ah, en vrai, on recrute pas de toute façon, on recrute plus là. Mais je pense que à ces limites-là, le travail du jeu c'est super important. Euh, je dirais que ces limites elles sont assez ingrates parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont assez compétents. Et le piège dans lequel on peut tomber, c'est de s'enliser dans ses limites, de trop jouer, trop volumer. Et le truc, c'est qu'il y a un gros rec, il y a des joueurs qui sont assez compétents. On va commencer à se fondre dans la masse et essayer de jouer un petit peu contre ces règles, essayer de les exploiter, ils vont essayer de nous exploiter en retour, etc. Et je trouve que ces limites-là, il faut pas y passer trop de temps pour moi. Pour moi, il faut essayer de acquérir un niveau technique suffisant pour être gagnant en NL 200, 100, 200, etc.
Et du coup, comment acquérir ce niveau technique? Bah, pour moi, ça va être de un mettre le nez dans le solver. C'est genre primordial en cash. C'est impossible de pas ouvrir un solver. À partir Et de quelle limite, je te coupe, mais est-ce que même en low stake, tu dois mettre le nez dans le solver directement? bah, ça dépend. En fait, j'ai envie de te dire, regarde, si t'es en L10, il te faut quoi? Il te faut, mettons, il te faut 50 buy-in pour jouer le L10, donc il te faut 500 euros, si je Hmm. dis pas n'importe. Ouais. T'es en L25, il faut 1000 euros. C'est quand même pas très dur de. Enfin, je pense pas que tu sois forcément obligé de monter ta role. On y poker, on y en low stakes. Tu peux le faire si tu veux, mais ça va te prendre du temps, et du temps qui derrière va potentiellement te faire perdre des années, quoi. Donc, euh, donc je pense que ouais, le plus tôt possible, prendre un solver, c'est quand même pas si cher. En plus, maintenant avec Wizard, euh, ouvrir un solver, mettre le nez dedans. Et pour moi, ça va être en contact avec des mecs qui crushent les limites que tu veux crush, tout simplement. Donc, c'est soit tu es en CFP avec des coachs, et, je sais pas, et des coachs qui ont crush tes limites ou qui crushent actuellement tes limites, soit tu arrives à avoir un mentor, à discuter avec des mecs qui ont crush tes limites et qui sont sur des limites plus hautes. Et je sais plus qui de vous deux a parlé d'essayer d'être comme une éponge et d'aspirer toutes les informations. Je crois que c'était Simon quand il disait de prendre tout plein de coachs différents. Je suis totalement en phase avec ça. Moi, c'est comme ça que j'ai progressé. J'ai essayé de voir plein de points de vue différents en parlant avec plein de règles. À l'époque, il y avait un peu moins d'offres de coaching, mais mon idée, c'était vraiment de prendre tous les petits secrets, toutes les petits pépites de chaque joueur. J'essaye encore de l'appliquer maintenant. Et, euh, et ouais, essayer du coup, un peu aspirer toutes les connaissances des mecs qui crushent déjà tes limites, comprendre le jeu par le solver, pas apprendre le jeu, pas du tout chercher à connaître toutes les stratégies que tu dois avoir, c'est juste comprendre pourquoi des constructions de sizing, pourquoi des fréquences, pourquoi on va potentiellement pouvoir mettre la pression dans certaines situations, etc. Comprendre comment le jeu est régi. Et Hmm. après, bah, il y aura cette phase forcément à bâtir de l'expérience. Mais pour moi, il faut faire gaffe à pas tomber dans le piège de. Parce qu'en fait, c'est super facile de lancer une session et de dire ah, je suis en train de travailler. Tu ouvres ton PC, tu lances 6 tables, tu joues. Hmm. Je suis désolé, c'est pas du travail. Ça, c'est du kiff. Ça, c'est la partie kiff du jeu. Mais en vrai, il y a la partie où tu dois devenir un top. Et pour ça, pour moi, ça va être le travail sur les tables et voilà, en communauté. Et je dirais que que euh, dès lors que tu vois une lueur en termes de rôle, une capacité de shot, pour moi, il faut shotter comme un bourrin. C'est super important parce qu'il faut très vite sortir de ces limites qui sont un peu le merdier. Et, euh, et à partir de là, bah, faut arriver à s'installer. Et quand tu t'installes là, tu vas arriver à un moment où il va falloir grind parce que il y a la deuxième partie quand tu as compris le jeu et appris euh, comment, euh, comment appliquer toutes tes connaissances. Il va avoir toute la partie expérience où là, ton jeu va être beaucoup plus complet. Et pour moi, tu veux bâtir ton expérience, typiquement en cash, tu veux bâtir ton expérience en NL200, NL400 et plus, et savoir en NL200 comment les règles jouent et comment je les tue, en NL400 comment les règles jouent et comment, enfin règles et récréa, hein, bien entendu, euh, et comment je peux comment je peux les exploiter, etc. Mais je dirais qu'il faut faire gaffe à pas bâtir trop une expérience de règles de NL50, NL100, parce que très vite, on va avoir des croyances limitantes qui vont nous Hmm. bloquer. Et si je pouvais ajouter un dernier truc que je dis à la fin, mais pour moi, c'est dès le début, bosser votre jeu contre créatif. C'est genre la première chose. Déjà, votre jeu contre créatif que vous allez apprendre en N25, il va vous servir jusqu'en NL5000, avec des petites différences, parce que des fois, il y a des petites différences ethniques, de récréa qui jouent des limites, mais quand même, c'est la première chose à faire et c'est là où vous allez faire les 3 quarts de votre win rate. Donc voilà, serait ma manière, ce que je conseillerais à un joueur de NL50 en tout cas. Trop bien, ça va être différent en MTT, j'imagine, avec Simon, mais super intéressant. Juste pour synthétiser, je pense que c'est cool pour tout le monde. Il y a un truc qui revient beaucoup, c'est l'entourage. Ça, tout le monde me le dit. Je pense qu'on ne peut pas évoluer solo dans le poker maintenant et c'est compris par tout le monde. La diversité aussi, différents coachs, etc., avoir différents modes de pensée et pas être dans un truc très dogmatique, je pense que Mm. c'est intéressant. Et l'autre point, c'est que je te rejoins totalement quand tu as évoqué que on a besoin de comprendre ce qu'on fait, même avant de dévier. On comprend toujours que, enfin, il y a eu beaucoup ça, ce truc de, oui, avant de dévier, en fait, comprends déjà la GTO et ça te permettra ensuite d'en dévier de manière plus intéressante, parce qu'en fait, tu comprends ce que tu fais. Et là, dans mon rôle de coach mental, j'aime jamais ce terme, mais je sais jamais quoi dire à la place.
Je pense que c'est important et c'est à la base de toute acquisition de connaissances, pardon, c'est la compréhension. On sait que la répétition et le mimétisme ne fonctionnent pas, contrairement à ce qu'on croit. Ça fonctionne chez un enfant, où par exemple, il va se développer par mimétisme avec ses parents, regardant ses parents faire, etc. D'accord. Mais dans le poker, le mimétisme ne fonctionne absolument pas. Donc, comprenez d'abord les choses, quitte à mettre le nez dans le cambouis, les mains dans la merde pendant longtemps s'il faut, même si vous avez des difficultés. Et après, ce sera bien plus facile d'acquérir toutes les connaissances et tout ce qui va pas à droite à gauche, quoi. Merci Ouais. beaucoup, Alex. Trop, trop cool. J'ajouterais un truc, Vas-y. votre but à travers le travail théorique doit absolument être de comprendre toutes les règles qui régissent le fait qu'un solveur va vous proposer une stratégie. Et c'est que après, quand vous allez jouer n'importe quel game, n'importe type de format ou quoi, vous soyez à même de solver les spots dans votre tête très rapidement et de comprendre pourquoi ici je pourrais créer un gros size, un petit size, en changeant vous-même les ranges estimés dans votre tête. Et ça doit être votre but dans ce travail théorique qui rejoint ce que tu disais juste avant. Trop bien. Bah, merci. Trop, trop bien. Franchement, je trouve que c'est ultra riche, ultra complet et synthétique à la fois. Donc, merci. Merci beaucoup. Simon? Alors ouais, moi ça va être quand même très différent pour le MTT. Donc on part de quoi? Parce que lui on avait parti pour la LN 25-50, moi on part de quel joueur? Et il fait ABI 20, ABI 30? Allez, ouais, BI 20, 30, peut-être un peu de 50 de temps en temps. Ouais. ABI 20-30, il est break-even ou il fait des mois positifs, il gagne un petit peu sa vie, il essaie de crush, il veut de crush. Ouais. Et ben dans son cas, normalement si c'est pas déjà fait, il devrait en effet, premièrement je suis d'accord avec vous, être entouré. Ça il devrait déjà au moins trouver des potes avec lui avec qui il travaillait. Mm. Un ou deux crushers si c'est possible. Sinon, un truc qui se fait très bien, et là c'est à vous de mettre du volume, c'est des vidéos de poker. Donc je vous conseille de connaître bien l'anglais, parce que là il y aura des vidéos de qualité pour pas très cher. Vous allez apprendre des concepts bien solides, mettre des choses en place. Donc vous mangez une vidéo, etc. Moi, pour ma part, quand j'étais ingénieur, j'ai bossé pendant un an, tous les soirs, je regardais des vidéos. Tous les soirs, je regardais des vidéos, j'ai regardé des Est-ce que vidéos. tu Et avais un après, process, excuse-moi, mais est-ce que tu avais un process où juste tu regardais et tu prenais l'information comme ça? alors moi j'étais pas trop dans l'écriture, j'ai jamais été trop dans l'écriture, je suis plutôt dans le j'apprends, j'écoute bien, je t'avais dit d'ailleurs c'est ça en classe, je suis plutôt comme ça, j'aime bien écouter, je suis à fond dedans, je suis geek et quand je suis hors après c'est bon, j'ai pas trop envie de revoir des notes etc. Et je réfléchis pas mal ok pourquoi il a fait ça etc. Donc quand je vais regarder beaucoup de vidéos, beaucoup de volumes. Peut-être que des fois je vais rater de l'information, mais je vais éponger tout le truc. Et si vraiment j'ai pas compris, je regarde et je dis là, je comprends pas du tout quoi. Mm. Et des fois, alors du coup ça j'en ai mangé beaucoup des vidéos, mais du coup ça dépend de savoir de votre motivation, parce que moi ça c'est une méthode que je vous dis pour que ce soit pas cher pour apprendre. Et ça vous Mm. fait perdre un peu de temps. Bien sûr, si vous pouvez payer un coach, bah, prenez un coach. Euh, Ça dépend ce que vous avez comme argent, parce que des fois, on parle de joueurs qui sont, des fois, il y a des joueurs qui commencent, qui ont déjà un peu d'argent, qui passent d'un métier à ça. Des fois, il y a des joueurs qui, ça fait très longtemps qu'ils sont dans le poker, ils ont monté tout doucement les limites. Et du coup, c'est pas pareil, ils ont pas le même bankroll. Et du coup, mettre beaucoup d'argent dans un coach, je peux comprendre, c'est difficile. Donc déjà, l'environnement, se faire coacher si c'est possible. Mhm. Et bien que tu vois, tout ça, je l'ai pas fait tout de suite. Moi, j'ai fait totalement l'inverse. J'ai fait que du solver au tout début. Au tout début, moi, en fait, j'ai regardé des vidéos YouTube et on m'a dit, ce qui est important, c'est de bien gérer sa bankroll, d'avoir un bon mindset, mais je sais pas trop ce que ça voulait dire. Et, Personne sait ce que ça veut dire. et je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, entre guillemets. Voilà, moi j'avais compris qu'il fallait faire attention à son argent et qu'il fallait jouer dans les limites et qu'ensuite il fallait travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté Pio, j'ai acheté machin, donc j'ai pas fait ce qu'il fallait vraiment parfaitement. Et on a pris une masterclass avec un gars, on a pris une masterclass, on l'a défoncé, et après j'ai fait du Pio, du Pio, du Pio, et après j'ai joué, et j'ai compris que des fois je comprenais pas, et à un moment donné, j'ai commencé à connaître des gens, j'ai travaillé avec eux. Et là, ça a commencé à émerger. Donc, travailler avec eux. Mais le travail, en fait, le travail pour vous-même est trop important. C'est-à-dire que si je devais donner un truc, euh, si vous êtes tout seul et que vous avez personne, j'en connais qui réussissent tout seuls. Mais c'est qu'en fait, encore une fois, ils savent travailler. Et travailler, ça veut pas dire, il y a pas vraiment de méthode, mais en gros, c'est faire du volume à apprendre.
faire du volume à apprendre. Si vous savez déjà quelque chose et que vous repassez vite fait le spot et que vous avez rien appris, vous savez que vous avez rien appris. Alors que des fois, si vous avez par exemple passé 1 heure sur un spot et vous maîtrisez bien, vous comprenez de quoi vous parlez, derrière ça va tout seul. Donc moi je pense que c'est tout simplement mettre du volume dans le travail. La façon de travailler, tu sais, des fois, j'ai envie de dire, c'est pas que je m'en fous un peu, mais que tu regardes des vidéos, que tu fasses du solver, que tu travailles avec des gens, euh, ça ira tout aussi vite si tu le fais bien. La moyenne la plus vite, c'est que c'est avec les gens, parce que ça me fait penser un petit peu à du cowork, du télétravail par rapport à, pour moi, si tu fais entre guillemets, si tu connais pas trop de gens pour qui travailler, c'est un peu comme si tu étais en télétravail dans ton coin, et quand tu es en coworking au travail, ça va très vite les échanges, tac, 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 tac. Et c'est ce qui se passe quand tu bosses avec des gens, c'est, mais non, mais pourquoi t'as fait ça, etc. Tu kills beaucoup d'infos, tout de suite, mais pourquoi j'aurais jamais fait ça, et pourquoi, et ça va très, très, très vite à apprendre en fait comme ça. Hmm. Et c'est pour ça que je prendrais, moi dans le numéro un, je prendrais d'abord un groupe avant de prendre un coach. Je pense qu'un coach, c'est pas bien tout de suite, parce qu'un coach, comme on l'a dit tout à l'heure, on va être une éponge avec lui. Mais si on n'a pas déjà son affinité au poker, alors chacun a sa patte au poker, chacun a son style de jeu. Mais moi, tu vois, j'ai fait mon style avant d'avoir quelqu'un, et ensuite quelqu'un m'a corrigé des défauts, m'a corrigé des défauts. Alors que si tu as un mentor tout de suite, un coach tout de suite tu t'imprègnes de ces trucs, et je trouve que c'est Dogmatique. dommage Voilà. et c'est dommage de pas avoir expérimenté un petit peu et de pas avoir eu sa vision. Et ensuite d'être complètement. Moi, je trouve que c'est super d'avoir une vision et d'être complètement cassé en deux par quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose d'autre, plutôt que de te mouler directement dans ce que te dit quelqu'un. Parce que ça va être compliqué de t'enlever cette idée. Quand tu vas aller voir quelqu'un d'autre, ça va être compliqué d'enlever le fait que il avait tort, en fait. C'était un très très bon joueur, mais va falloir que tu te déconstruises ça, que tu te reprouves, etc. Alors que moi, j'arrivais avec aucune construction. Enfin, j'avais mes constructions à moi, prêt à écouter n'importe qui. J'ai pris 10 heures avec un coach, il m'a déconstruit des choses, et ensuite j'ai pris un autre, et il m'a déconstruit d'autres choses, tu vois. Et Hmm. en fait, et moi, je trouve que c'est quelque chose de mieux. Il y en a qui vont dire qu'il faut un mentor tout de suite. Je sais que d'être pris sous la main, c'est bien, mais je trouve qu'après, ça manque un petit peu de. Là encore une fois, après, il faut un bon mindset, mais ça encore une fois, c'est compliqué à expliquer. Il va falloir être très ouvert d'esprit, voilà. Il va falloir être très ouvert d'esprit pour changer. Parce que quand vous allez être habitué à avoir entendu quelque chose, vous avez pris votre coach pendant 5 ans, 4 ans, sur les ABI 50. Il va vous dire ça, il va vous dire ça, il va vous dire ça. Mais lui, déjà, c'est désolé de vous le dire, mais s'il est ABI, si le coach est ABI 50, c'est qu'il n'est pas tout en haut. Donc s'il n'est pas tout en haut, c'est qu'il a des leaks. S'il a des leaks, c'est qu'il va vous apprendre. Lui, il fait du 10 BB100, vous faites du 5 BB100. Donc il va vous apprendre ce qui fait gagner, mais aussi ses leaks, malheureusement. Il n'a pas pu identifier toutes ses leaks à lui. Et donc quand vous allez aller sur un coach à NL100, NL200, bah, tout de suite, il va vous déconstruire des choses. Et ben, va falloir être prêt à réécouter de nouvelles choses et à rééponger de nouvelles choses. Donc moi, je vous conseille quand même d'être très ouvert d'esprit pour les changements à chaque marche. Et c'est comme ça que vous apprendrez. C'est je déconstruis, je construis, je déconstruis, je construis. Et moi, je sais parce que je me suis un peu engueulé avec mon élève, on m'a demandé, genre, juste tais-toi. Tais-toi, écoute. Tais-toi, écoute, et tu parleras plus tard. Tu parleras plus tard. Et quand tu auras quelqu'un d'autre mieux que moi, ça, tu déconstruiras, tu reconstruiras. Mais pour le moment, écoute parce que il faut que... Mais oui, mais mon coach avant, il me disait ça. Oui, mais je m'en fous de ce que disait ton coach avant. Tu vois, ton coach avant, il disait d'autres choses, il avait une vision différente. À toi, après, de pondérer, de dire pourquoi. Et c'est à vous de mettre les mains dans le cambouis. Tu m'as dit ça, ça fait combien de V? Ok, je vais calculer. Si tu m'as dit ça, ça fait combien de V? Tu me dis tel range. Moi, t'aurais fait ça avec tel range, t'aurais fait ce move-là. Ok. Bah, de mon côté, moi, je ne fais que ça. Parce que, après, je viens d'un background de maths. Mais moi, quand on me dit quelque chose, ok, je note, mais je vais revoir quand même si ça print vraiment ce que tu dis, tu vois. Pourquoi est-ce que ça printerait, etc. Donc je vais remettre les ranges, etc. Je vais voir combien de pourcents du temps j'ai raison. Ah d'accord, je print tant. Ah ouais, ok, j'avais pas pris ça en compte. D'accord, ok, je comprends. Hmm. Et je finirai par un truc qui, moi, m'a beaucoup aidé et qui est un peu contradictoire. C'est que des fois, euh, on te dit quelque chose, t'arrives pas à le comprendre. Tu sais le faire, mais t'arrives pas à comprendre pourquoi ça marche. C'est-à-dire que tu le fais, ça marche mais tu sais pas pourquoi ça marche. Ben moi, ce que je vais te dire, c'est fais-le, parce que des fois, quand on a un peu un esprit ingénieur, on veut d'abord comprendre absolument comment tout fonctionne pour le faire. Imagine n'importe quoi. Si ton coach il te dit, dans ces situations-là, tu peux overbet 2 fois le pot river et ça va full range. Ouais, mais pourquoi? Il t'explique, mais t'arrives pas à assimiler. Fais-le, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et quand tu vas le faire, tu vas voir que ça marche. Ça marche mieux, par exemple, j'aurais dû prendre un autre exemple, dans le bluff catch. Moi, j'ai un élève qui va me dire, ouais, mais quand je me cache ici, il a trop souvent ça, il peut avoir ça en value, ça, 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 ça. Ok, je t'annonce
qu'il a plus de bluff que de value. Fais-le. Fais-le. Crois-moi, fais-le. T'y crois pas? Fais-le une fois, deux fois, trois fois. Ton cerveau, il va voir un bluff en face, une fois, deux fois, trois fois. Il va commencer à déconstruire et à se dire, ah putain, je comprends que c'est possible. En fait, j'ai compris que j'avais tort sur ma perception. Et encore une fois, tu as fait confiance à quelqu'un de mieux que toi, tu as appliqué sans tout le temps comprendre parfaitement, et à un moment donné, ça émerge dans ta tête. Moi, ça m'est arrivé en maths, à l'époque, j'essaie de trouver des analogies pour que les gens comprennent. En maths, à l'époque, je sais pas si vous étiez en bac S, mais vous vous souvenez, delta égale b carré moins 4ac. C'est pour les polynômes du second degré, tu vois. Mm. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où ça? Et moi, j'étais en mode, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça marche, mais ça marche. Tu vois, tu fais ta courbe, tout marche. Et après, j'étais en prépa. Première semaine, on te refait le programme et on t'explique, on fait les démonstrations. Et on m'explique pourquoi. Donc j'ai eu la réponse après d'un truc que j'ai appliqué toute ma vie avant et qui a fonctionné. Et ben j'ai fait ça aussi au poker. Plein de fois, il y a des choses. Tu vois, moi j'étais en CFP avec Patrick Léonard. Je sais pas si tu vois qui c'est. Mm. C'est un très bon joueur de MTT. Il y a des choses des fois, et je comprenais pas pourquoi. Là, je vois pas pourquoi. Et il m'expliquait encore une fois, deux fois. Et moi, je disais, mais non, jamais ils vont call ça. Tu te trompes dans les fréquences, etc. Putain. Et à un moment donné, je l'ai fait. Une fois, deux fois, trois fois. Et j'ai compris, ça a fait boum, en mode, ah, à un moment, tu vois, à un moment, c'est en mode, tu vois, une explosion, et tu comprends enfin ce qu'il voulait dire. Je comprenais pas ce qu'il voulait dire, en fait. Parce que moi, mes ranges, elles étaient pas pareilles pour moi dans ma tête. J'avais construit un bloc, moi, la range, elle était dessinée, tu sais, et puis elle était comme ça, c'est tout. Mais à un certain niveau, il y a d'autres choses qui se passent. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut tout le temps déconstruire, reconstruire, et ne jamais être arrêté sur une line. Pour certains, moi, pendant un temps, Roi-Dame, je le jouais que d'une manière. Roi-Dame, pour moi, c'était un 3 bet tout le temps. C'était jamais Roi-Dame était la main contre 3 BT, tu vois. J'avais jamais de ça. Pareil, As-10 off, c'était tout le temps un 3 bet fold. Et et à un moment donné, on m'a dit, mais non, Simon, tu vois bien qu'ici, tu peux induce ça, etc. Et je l'ai fait une fois, ça a fonctionné. J'ai vu une main moins forte. Deux fois, j'ai fait, ah putain, mais ouais. Et c'est trop compliqué. C'est impressionnant comment les joueurs qu'on est en train de dire là, qui commencent à jouer au poker, qui ont construit des schémas de jeu très, 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 très déterminés et qui des fois ont du mal à déconstruire. Je pense que c'est ça la plus grande qualité que vous pouvez avoir, c'est d'être ouvert d'esprit et d'être prêt à écouter, parce que c'est très dur de faire confiance quand c'est votre argent qui est mis en jeu et quand vous maîtrisez pas la chose. Et je pense, moi, je suis pas adepte de faut maîtriser parfaitement avant de faire. Je pense qu'il faut faire un peu et vous maîtriserez après. D'accord, si et seulement si la personne à qui on doit faire confiance, on sait que c'est une personne de confiance. Je suis entièrement d'accord, mais c'est encore une fois, après, il y a des scams, il y a tout ce que tu veux. Mais encore une fois, si c'est un scam, tu vas vite t'en rendre compte. Ça va se savoir dans le milieu. Un scam, ça dure pas longtemps. Dans le poker, un scam, ça se sait rapidement. On sait qu'il paye pas, ou alors il t'a pris l'argent, il t'a pas fait les cours, ou alors tu te rends compte qu'en fait, il gagne pas sur sa limite, ses courbes, elles sont sorties par un tel, et puis en fait, tu te rends compte qu'il gagne pas. Mais généralement, un joueur qui gagne beaucoup d'argent, depuis longtemps, et qu'on entend souvent, c'est dur de se tromper quand même. Dans le mindset, ça peut durer longtemps, les scams. Là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord que c'est compliqué à enlever un coach mindset, mais ça, Non, c'est un peu différent. Là, on parle de coach vraiment oui, bien sûr. poker, coach poker. Voilà. Je peux Ok, rebondir sur ça? bien sûr, Alex, bien sûr, bien sûr. Euh, pour moi, c'est intéressant parce que je pense que en tant que coach, il faut absolument, quand ce genre de situation arrive, pour moi, c'est notre rôle de coach de faire comprendre à l'élève, quoi qu'il en coûte, pourquoi il devrait appliquer ces strats. Et personnellement, je suis pas trop adepte de dire fais et tais-toi. Et même si je peux comprendre l'approche, je pense que ce qui est vraiment utile dans. Wait 1 second. Sorry? Good, how are you? Alors, ce que je voulais dire enfin, je rebondirai sur ce que dit Alexis, mais je voulais pas dire, en fait, fais ça et tais-toi. Je veux dire, par exemple, l'élève, je vais lui poser la question. L'élève, il te dit, imaginons, attends, je vais attendre qu'il revienne. Ouais, vas-y. Ouais, Non, non, attendez, je vas-y. dois juste changer de room. Je vous laisse pendant 2 secondes. Je vous Ouais. laisse Ok, continuer. ça marche, ça marche. Non, mais en gros, moi, ce que je veux dire, c'est par exemple, imagine, son élève, il lui dit, mais non, mais ça te rebête pas cette range-là. Mhm. Et Alexis, il fait, si, 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 je t'assure, ils ont ça dans leur range. Et l'autre, il lui dit, mais non, 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 je t'assure que non, tu surestimes, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu dis, bah, tu me crois ou tu me crois pas, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, t'es obligé de dire, bah, fais, tu verras bien, tu vois. Et moi, ça m'arrive plusieurs fois. Vas-y, je te laisse finir, Alexis, parce qu'après, je Vas-y, sais ouais, pas. Alex. Ouais, ouais, ce que je voulais dire à ce propos, c'est que je pense que là où
là où l'élève va faire d'immenses progrès, c'est le moment où justement il va comprendre ce qu'on essaie de lui expliquer. Alors après, en effet, il va peut-être aussi le comprendre en appliquant et après en voyant des showdowns. Si par exemple, pour prendre l'exemple du bluff catch, il a des croyances limitantes comme quoi les personnes ne vont jamais bluffer, etc. Mais voilà, pour, ce- pour que nos auditeurs, en tout cas, moi, ce que j'aimerais partager, c'est que, enfin, comprennent ma vision, c'est que s'ils sont avec un coach et que ce coach arrive trop rarement à leur expliquer pourquoi il dit X ou Y, euh, c'est un- C'est bizarre, ouais. c'est quand, je dirais pas que c'est bizarre ou que le mec est pas bon, je dirais juste que niveau pédagogie, Hmm. le coach doit s'améliorer, je pense. Parce que ma vision du coaching, c'est plus un échange entre deux personnes, même s'il y en a un qui a un petit argument d'autorité, et il doit constamment prouver à l'autre par des, euh, par des raisonnements et convaincre l'élève de ce qu'il avance, plus que je te délivre des connaissances et tu les ingurgites. Mm. Après, sinon, je suis très d'accord avec toi, Simon, sur le fait que l'ouverture d'esprit, c'est peut-être la compétence la plus importante pour intégrer un max de poker. Et c'est vrai que bah, ces témoins, comme tu disais, tous les top reg, quand tu leur parles, bah, j'imagine que vous avez plus l'occasion de vous rencontrer en tournoi, de parler des mains, parler Mhm. break et tout. Mais moi, je sais que même quand je peux discuter sur les réseaux ou quand je vais genre rencontrer des règles de cash que j'estime, très souvent, quand tu parles demain avec eux, ils sont vraiment ouverts à tout. Et c'est vrai que ceux qui vont être très catégoriques et rester dans leur tranchée et rester sur leur pensée, c'est souvent pas les meilleurs, Ouais. en effet. Et est-ce que je te demandais, Alexis, ce que je voulais dire par là, c'est est-ce que toi, dans tes élèves, parce que ça, c'est la tranche qui est la plus dure pour moi, quand ils commencent à être bons, mais pas non plus des tops, et qui commencent à, entre guillemets, te challenger un peu, te dire, mais non, mais là, ici, il n'y a pas cette range-là, il y a pas. Et est-ce que toi, entre guillemets, tu fais, bah, fais-moi confiance, si, et puis c'est tout? Ou est-ce que, en fait, comment tu arrives à prouver quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu? Tu vois, ils te croient aveuglément, t'as pas de mecs qui te sont un peu stubborn, qui te. Parce que moi, c'est un petit peu ça qui se passe, c'est que quand un joueur commence à être Mm. bon et à gagner beaucoup, il commence à dire, non, mais ça arrive pas souvent. Et toi, tu dis, tu vois, moi, j'en ai quelques-uns, enfin, il y en avait quelques-uns comme Mm. ça. Et c'est là où Mais, je vais te dire comment j- tu fais pour arriver à convaincre. J'imagine que tu parles de situations où, en gros, tu fais des assumptions sur ton pool et il y a un désaccord sur la validité ou non de ces assumptions. On n'est pas Ouais, dans la sur situation où tu dois. une range, par exemple, dans un certain cas, ce type de Ouais. profil-là, il a cette taille range, tu dis non, pas du tout, et en fait, tu discutes, mais tu Mm. tournes un petit peu autour du pot et tu peux pas prouver, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je comprends totalement ce que tu dis. Et en fait, moi, c'est très simple dans ces situations. Mon but, c'est d'analyser les deux cas. Le cas où le mec, il a ce que moi, je pense qu'il a, et le cas où ce que mon joueur pense qu'il a. Et mon but, c'est de trouver les conclusions dans ces deux situations. Si ce joueur, j'estime qu'il a ça, alors la stratégie qui en découle, on va l'analyser comme ci, comme ça et tout. Et si on estime qu'il a autre chose, quelle va être la stratégie optimale? Et le but, de toute manière, là, on parle probablement d'un spot en particulier. Le but à l'issue des coachings, c'est pas que le joueur sache du coup sur ce spot comment jouer la prochaine fois qu'il va le rencontrer. C'est plus comment je trouve la stratégie optimale suite à cette Ouais. situation. Et mon travail, ça va plus être si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur comment jouer le pool, ça va être juste de savoir quelle va être la meilleure option de jouer sous cette assumption, parce qu'à la fin des fins, je suis toujours dans un processus de compréhension des grands concepts qui régissent le jeu et qui vont faire qu'on va bâtir la stratégie la plus optimale. Ouais, j'aime bien. Ok. Bon, super intéressant. Allez, 5 minutes pour conclure. Le podcast, sinon, va être très long. Mais c'est franchement, encore une fois, trop cool. C'est vraiment trop bien. Il y a un point que tu as évoqué, je sais plus si c'est Simon ou Alex, sur les formations, si vous n'avez pas d'argent, etc. Ma question Mm. n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu jusqu'ici, mais ça m'intéresse aussi parce que Alex est entrepreneur et Simon aussi d'une certaine manière. Enfin, de toute façon, tu as dû expérimenter ça aussi en tant que client, entre guillemets. Il y a une idée qui est très présente dans le dev perso sur le fait qu'on doit investir sur soi. On doit investir sur soi et il n'y a pas meilleur investissement. Évidemment, encore faut-il que la personne avec laquelle on décide de mettre de l'argent ou la formation qu'on achète soit correcte. Mais sinon, il n'y a pas un meilleur investissement qu'investir sur soi. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Dans quelle mesure c'est valable?
Est-ce qu'on doit, selon vous, réinvestir un énorme pourcentage de nos gains pour un joueur, évidemment, qui serait encore une fois dans le pool de joueurs qu'on a évoqué, hein, plus ou moins, hein. Pas un mec qui a déjà 10 millions de gains, on sait qu'il ne va pas réinvestir 8 millions dans les formations. Mais dans quelle mesure, en fait, on réinvestit une partie de son argent pour se former? Est-ce qu'au début, quand on gagne que, admettons, je sais pas, 3K par mois, on doit tout mettre dans les formations? Qu'est-ce que vous pensez un peu de ça? Ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que je commence? Tu veux y aller, Simon? Vas-y. Je sais pas, vas-y. Je pense que investir sur soi-même, en effet, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, de manière générale. Maintenant, le truc, c'est que si on peut tout mettre dans investir sur soi-même, on peut mettre le fait je sais pas moi, se payer un resto pour se féliciter, pour kiffer de la vie, nanani, nanana, donc on peut un peu tout rentrer dans cette case. Maintenant, euh, en effet, je pense que il y a plein de types de formations qui existent, que ce soit genre acheter une masterclass, que ce soit prendre des heures avec un coach, être en CFP. Je pense qu'en vérité, c'est des accélérateurs, toutes ces formations. Et il faut pas sous-estimer la valeur du temps. Je pense que beaucoup de gens le sous-estiment. Certes, tu peux arriver au même niveau sans aucun soutien, sans travailler avec personne. C'est juste que ça va te prendre 1 ou 2 ans de plus. Et 1 ou 2 ans, les gars, c'est 1 an, ça vaut pas 5K, hein. 1 an, ça peut valoir beaucoup plus. Surtout si vous vous installez à des stakes où ça peut valoir 200, 300K. Mais là, et on parle même pas juste de performance, on parle aussi genre de tout ce que tu fais dans ton année, etc. Pour moi, je dirais que il y a un peu 2 types de joueurs. Si tu as 3K par mois et que tu vis sur ça, bien sûr, c'est bien plus compliqué d'investir parce que tu as besoin d'avoir ton matelas de sécurité et, euh, et, et, euh, et tu vas malheureusement devoir prendre plus de temps qu'un autre. Maintenant, un joueur qui, par exemple, vit, je sais pas moi, chez ses parents, ou il a un taf ou quoi, il n'a pas besoin de sa rôle ou quoi que ce soit, clairement, on prend un CFP, prendre des formations mentales ou des trucs comme ça, s'il sent qu'il a besoin d'accompagnement, c'est trop important. Il va juste aller 2 fois plus vite. Moi, j'ai plus d'expérience. Alors, moi, personnellement, j'ai pris quelques heures de coaching quand j'étais genre en L50 ou 100. Euh, ça m'a énormément servi, clairement. J'ai eu des nouvelles visions. Et ce qui est cool avec un coach, c'est que lui a vu plein d'autres types d'individualités et quand il va vous partager son expérience, il va vous partager non pas uniquement quelque chose appliqué à vous-même, mais tout ce que les autres personnes qu'il a pu rencontrer ont rencontré. Et donc vous allez avoir une espèce de prisme de tous les autres joueurs contre lesquels vous jouez, qui est aussi vrai quand on commence à s'entourer et à parler avec plein d'autres joueurs, comme le disait Simon tout à l'heure. Ça va nous permettre de savoir comment jouent les joueurs de notre pool. Donc je pense que c'est un super investissement et très souvent, en fait, euh, ça vaut rien par rapport à ce que ça Ouais. nous apporte. Et le format qui rétribue à mon sens, le mieux les coachs, c'est le CFP, tout simplement parce que là, bah, si on produit vraiment un travail de qualité de fou et que le mec, on le fait crush, bah, on va beaucoup gagner en tant que coach. Et d'un autre côté, bah, si tu es un élève et que tu vas être au bon endroit avec des très bons coachs, bah, ça va te coûter cher à la fin, mais si ça te coûte cher à la fin, c'est parce que tu as gagné une tonne aussi. Donc, Hmm. moi, j'aime beaucoup ce format et je pense que, genre, une formation, je sais pas, prendre 10 heures de coaching ou prendre une masterclass qui coûte genre 1K ou à la fin de ces 10 heures de coaching, je sais pas si ça coûte genre 1K ou 1 500, honnêtement, c'est rien par rapport à ce que ça va t'apporter. Ouais, moi, je suis très sur ça, investir sur soi-même, investir sur. Euh, Après, juste, je mettrai un petit disclaimer, un petit bémol à ça. C'est que la première partie, genre, c'est 1% du travail, quoi. Et c'est pas genre, t'achètes la masterclass et du coup, Bien sûr, bien t'investis sur sûr. toi-même et tu vas énormément progresser. En fait, très souvent, tout le travail reste à faire. Ça peut être un déclic pour certains, les forcer à travailler parce qu'ils veulent rentabiliser. Moi, je sais que j'ai déjà acheté des masterclass à l'époque, j'avais acheté ABC Poker, qui d'ailleurs n'existe plus, je crois, ou en tout cas, il ne fait plus leur masterclass, parce que j'étais beaucoup intéressé par le short track
En vrai, short track, bah, j'ai jamais trop joué. Donc, par exemple, c'est le masterclass que j'ai acheté que j'ai jamais utilisé. Euh, mais, euh, mais sinon, ouais, et tout le travail reste à faire quand même. Et je pense que c'est genre totalement rentable, quoi, clairement. Ouais, je laisserai évidemment Simon rebondir, mais carrément intéressant. Enfin, déjà, oui, il y a trop. Je crois que c'est un peu comme le. J'avais vu une stat sur les salles de sport, sur le fait que 50% de la rentabilité d'une salle de sport, c'est des gens qui n'y vont pas du tout. Et je suis absolument persuadé que c'est pareil pour les masterclass, qu'il y a 50% des masterclass qui sont achetées ou en fait qui ne sont jamais ouvertes, ou en tout cas jamais vraiment travaillées. Donc, l'action d'acheter. En effet, elle peut nous permettre Mm. d'avoir une bonne conscience, mais ça ne sert pas à grand-chose le temps Mm. qu'on fait rien. Et je rebondirais aussi sur le. Je voulais rebondir sur un deuxième point, mais je crois que j'ai oublié. Oui, sur le fait que, en fait, alors évidemment qu'il ne faut pas, c'est juste mon avis, qu'il ne faut pas se mettre dans la merde financièrement pour un contenu, ça c'est évident, mais qu'après, la valeur intrinsèque, elle n'a de lien qu'avec les gains possibles. Dans le dev perso, toi, tu dois voir ça aussi, entrepreneuriat, dev perso, je ne sais pas qui tu suis, Alex, mais peut-être qu'on a un peu les mêmes sources. Il y a des coachings même parfois genre délirants à 100K de l'heure. Sauf qu'en fait, si l'entrepreneur il fait des années à 10 millions et que ces 100K lui permettent de faire plus 2%, bah, ou 5%, bah, en Mm. fait, il s'en branle de ces 100K. Enfin, en tout cas, voilà, à terme, il s'en fout complètement. Donc, comprenez bien ça, que c'est pas pour vendre quoi que ce soit, mais c'est important de comprendre que l'investissement n'est pas une valeur intrinsèque par rapport à la société, mais plus à ce que ça peut vous rapporter. C'est ça qui est vraiment essentiel. Mm. Si je peux Ouais, ajouter un truc vas-y. sur ça, très souvent, je pense qu'il y a des joueurs qui ont peur d'investir sur eux-mêmes ou en fait, lâcher leurs sous parce qu'ils se disent, ils sont super économes et ils veulent le Mm. garder. Mais en fait, et, si tu, en fait, il faut genre dépenser plus pour gagner plus. Tu veux pas forcément réduire de fou. Alors, je te dis pas qu'il faut aller flamber ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, ma vision d'avoir un gros patrimoine et de réussite et de succès, c'est pas forcément de toujours réduire au maximum Bien sûr. tes dépenses, même si c'est un peu le cas, mais c'est plutôt d'aller augmenter tes revenus. Et pour cela, bah, il y a ce genre de dépenses qui sont, à mon sens, utiles. Et si je peux faire un exemple, ma dernière dépense dans le genre, j'ai un coach sportif. euh, et pareil, tu vois, j'ai l'impression que bah, c'est une dépense qui, en vrai, c'est que ça coûte plus cher qu'une salle de sport. Bah, je fais quand même mon abonnement à la salle de sport, mais tu vois, je pense que derrière, genre, j'y regagne trop. Euh, voilà. De toute façon, tu as des dépenses actives et des dépenses passives. Je veux dire, quand tu vas au resto, c'est une dépense passive, même s'il y a du kiff derrière, etc. Mais ça reste du passif. Et après, tu as des dépenses actives avec un pourcentage de chances qu'en fait, bah, l'argent soit pas value, mais ça fait partie du truc, hein. Un investisseur, il va, je sais pas, il va mettre 10 billes. Il y en a deux qui vont pas fonctionner. Il a perdu 20% de son truc. Mais les 8 autres billes, globalement, ou alors même si deux fonctionnent et que ça fait une licorne ou je ne sais quoi, bon, bah, c'est génial. Mais c'est important de comprendre que oui, il y a des investissements qui sont juste des investissements actifs, c'est-à-dire qui vont générer de l'effet cumulé, des gains cumulés avec, je sais plus le terme là, mais voilà, qui vont grossir, 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 et il va voir les choses comme Compound ça. effect. Ouais, exactement. Simon, du coup, pour conclure. Ouais, moi je dirais, je vais être un peu voilà, drastique, je dirais que plus t'es pauvre, plus faut investir sur toi. Parce qu'en fait, en fait, ta vie, regarde ta vie, t'as 2 cas par mois. T'as Ouais. 2 cas par mois, tu vas faire quoi? Tu vas aller au bar, etc. Et tu vas faire des trucs. Et en fait, tu te rends pas compte que investir un petit peu comme ça peut changer ta vie. Peut-être que tu t'es trompé, mais ça va pas vraiment changer ta vie d'être trompé. La bière que tu vas prendre, elle va pas changer vraiment, tu vois. Et en fait, tu vas tellement être fier de toi. Tu sais, c'est quand t'es à l'école et que t'as compris un truc, tu sais, t'as compris le truc, tu vois. T'es Mhm. tellement content. Et je reparle de tous ces aha moments, ils arrivent quand tu fais des choses comme ça. Donc prends des risques. On est dans une société, surtout en France, où on prend pas de risques. Et personne ose faire des choses, etc. Du coup, ça fait qu'on a tous des gens qui font un métier normal. Moi, j'ai pas peur de dire, j'ai fait prépa, j'ai fait ingénieur, j'ai fait 2 ans, j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant 2 ans. Et un jour, j'étais dans ma voiture et j'ai dit, mais est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Mhm. Ben non, mais à un moment donné, c'est là où il faut passer à l'action. Si je me trompe, c'est pas grave. C'est pas grave, vous avez un diplôme, vous avez d'autres choses. Moi, je me suis dit des fois, quand ça allait pas, si demain t'es à zéro, mais tu sais, tu vas te débrouiller, tu vas pas mourir, tu vas retravailler. Donc, n'ayez pas peur d'investir un petit peu, parce que c'est beaucoup pour vous,
mais vous vous rendez pas compte que ce sera plus tard. Quand vous aurez plus d'argent, vous verrez que vous investirez plus, mais ça représentera rien par rapport à vous. Donc moi, quand je dis plus tu investis par rapport à ton capital, le pourcentage que tu investis par rapport à ce que tu as doit être plus élevé quand tu es le moins bien possible, parce qu'en fait, vous faites une fleur en fait, vous faites une fleur à long terme. Et même si vous vous trompez, c'est pas une grosse erreur. Vous aurez appris quelque chose, tu vois. Alors que de te dire, tu vois, c'est un peu, enfin, en ce moment, c'est un peu ce que j'ai comme idée, c'est que si tu gagnes pas assez pour pouvoir investir dans des choses, tu te dis, bah, autant que je profite de la vie. Donc, tu fais plus de voyages, plus de sorties, etc. Mais ça, je pense, que c'est une erreur, tu vois. Tank un peu, grossir un peu plus, et passe le palier pour après décoller, et après, tu seras bien. Ok. Mais, mais faut pas croire que, en fait, quand tu dis ça aux gens, ils ont peur de se dire, ouais, mais ma vie, elle va être nulle, je vais passer trop de temps à travailler, ça se trouve, je me suis trompé, j'ai mal investi. Mais vous vous rendez pas compte que là, c'est là encore, on revient dans le process, que le fait de faire ça, ça va vous donner de la joie, de travailler pour quelque chose qui n'est pas obligatoire. Quand vous êtes sorti de l'école, les gars, vous faites ce que vous voulez, tu vois. Et c'est la première fois que vous allez travailler pour quelque chose. Enfin, moi, ça m'a fait bizarre de retravailler alors qu'on me dit pas de travailler. C'est que tu travailles parce que toi, tu veux travailler, toi, tu fais une formation, et ça, c'est quelque chose de. Moi, je trouvais ça super satisfaisant de dire, c'est moi qui décide de travailler. T'es tellement fier de dire, putain, je trouve que c'est intéressant ce que j'apprends, je trouve que je suis une meilleure personne, etc. Et vous allez vous tirer vers le haut, et tôt ou tard, il va se passer des trucs de fou. Et, et c'est là, après, où moi, je suis en contradiction avec toi, où la loi d'attraction, la gratitude, etc., à force que vous soyez dans le processus de, putain, mais je travaille, je fais des trucs bien, je fais tout, je mets tout bien en place, mais vous allez voir, à un moment donné, ça va tomber. Et si vous dites, ouais, mais moi, je suis un chat noir, il m'arrive jamais rien, etc., de toute façon, ça sert à rien que je fasse ça, quoi qu'il arrive, j'en vois trop là-dedans comme ça, bah, tu leur dis, mais non, essaye, tu verras bien. Et t'essayes une fois, ah, des fois ça marche pas. Bon, bah ok, malheureusement, t'as pris un truc qui était pas très bien. Après, moi, je te pose la question. Tu m'as dit 50% des gens qui vont à la salle, ils y vont pas. Bon, bah c'est une question de leur motivation profonde qui est mis en cause. C'est pas la question de la salle, tu vois ce que je veux dire? C'est pas souvent, c'est pas le coaching qui est problématique. Souvent, c'est ta motivation. Parce que même un coaching qui est moyen, tu peux toujours en tirer quelque chose quand tu fais un truc. Tu vois, il y a des coachs, ils sont pas ouf, mais je pense que si tu bosses, moi, je suis pas d'accord avec le fait que ça t'apportera rien. Ça t'apportera toujours mieux que si t'avais rien fait et que si t'avais été t'amuser, etc. Et que tu dis, de toute façon, tu te trouves des fausses raisons, tu fais de toute façon. Franchement, c'est un peu trop compliqué, c'est trop dur. En plus, de toute façon, j'ai ça en ce moment, j'ai pas trop le temps. Tu te trouves des excuses, en fait, tu te trouves des excuses pour pas le faire. Et c'est surtout ça le problème. Tu vas te dire, tu vas trouver une fausse excuse qui va être, ça me fait une grosse partie de mon budget, alors qu'en fait, tu sais très bien que tu pourrais sauver 100 euros par mois si tu voulais. Ensuite, tu vas trouver une autre excuse de dire au niveau du temps, ouais, mais j'ai foot ce soir. Ouais, mais ok, mais tu peux faire ça avant, peut-être, tu vois, ou après. Tu vas t'enlever les contraintes. Moi, je pense que c'est plutôt ça le vrai problème, plutôt que de se dire, euh, est-ce que c'est bien ou pas le développement personnel ou le. Moi, je pense que c'est inévitablement la meilleure chose. Vous pourrez toujours compter sur vous dans la vie. En fait, il y a tous les arguments pour dire que il n'y a pas une raison pour laquelle faut pas le faire. Et comme tu dis, quand tu penses que c'est un scam ou quand tu penses que c'est quelque chose qui est pas bien, c'est une erreur, t'apprends et tu trouveras un truc mieux après. Et je suis sûr qu'à un moment donné, tu seras récompensé. All right. Un beau mot de la fin, Alex? Mot de la fin, Non, c'était un. Vas-y. Non, je disais c'était un beau mot de la fin. Est-ce que tu veux ajouter un ah, truc? pardon. Euh, Ouais, non, moi, je suis en ligne avec ce qu'a dit Simon et je pense que de toute manière, on est tous un peu, on veut tous en avoir pour notre argent. Donc, quand on investira sur nous-mêmes, on cherchera toujours à rentabiliser cet investissement et on le rentabilisera toujours pour toutes les raisons qu'a cité Simon. Donc, tout à fait en ligne. Ouais. Après, comprenez bien, les gars, encore une fois, les auditeurs, hein, pas vous, mais que on a tous, de manière ancrée, primaire, évolutionniste, ce qu'on appelle un biais de l'aversion au risque et un biais de l'aversion à la perte. Donc, c'est-à-dire que juste pour notre survie, on va avoir tendance à vouloir garder ce qu'on a plutôt que de vouloir le réinvestir. Mais c'est le propre même du biais cognitif, c'est-à-dire qu'on ne le maîtrise pas et que notre construction cérébrale est faite comme ça pour notre survie. Donc en fait, à chaque fois qu'on prend une décision qui va à l'encontre de ce biais-là, elle n'est pas naturelle et elle doit être raisonnée, rationnelle ou voilà. Donc on ne peut pas combattre ça, si ce n'est dans le fait de peut-être se projeter ou en tout cas, mais cette peur-là, on l'aura tous en nous jusqu'à la fin de nos jours. Maintenant, c'est la différence, c'est ceux qui vont réussir à rationaliser et la Ouais. contraire, et ceux qui vont pas réussir à aller dans ce sens. Mais ok, mais merci beaucoup en tout cas les gars, c'était vraiment cool. Top. Merci à vous, c'était lourd. On a Ouais, abordé ouais, c'est plein de très sujets intéressant. ouais, très très variés et tout. J'étais en train de réfléchir vite fait à quel titre et quelle description je vais pouvoir mettre tellement on a parlé de tout.
Mais c'est cool. Je vous enverrai Ouais, le lien, etc. Et puis bah, je vous remercie une nouvelle fois, les gars. Et puis ça bah, marche. good luck dans vos projets, etc. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Salut, les Ciao gars. Super. les gars, good luck Merci à à vous. tous. Ciao, Bonne ciao. soirée. Ciao, ciao.